Hello les amis, j'espère que vous êtes en super forme. Aujourd'hui, on va rencontrer quelqu'un qui a créé l'impossible dans sa vie. Et oui, encore une nouvelle interview inspirante. Comment il est devenu commerçant, commerce de quartier. Comment il est devenu gérant d'un hôtel en Corse. Comment il s'est lancé dans le business en ligne pour créer un empire avec plein de services et comment il a utilisé le référencement naturel pour pouvoir pérenniser son business. Aujourd'hui les amis, on va rentrer dans la tête de Abdel Web Seller, un super entrepreneur que j'ai la chance d'avoir à mes côtés depuis quelques mois et que je suis, donc je suis dans son développement. Et c'est un vrai plaisir de vous partager aujourd'hui son expérience, ses valeurs, sa vision qui, j'en suis sûr, vont vous aider à construire vos rêves et vos projets. C'est parti, on découvre tout de suite ma discussion avec Abdel Web Seller. Laissez un énorme like. Bonne vidéo! Hello la famille, on est aujourd'hui en direct avec Abdel. Et oui Abdel, on est en direct, on aura les petits sourires, le petit rire d'Abdel pour démarrer cette interview. J'espère que tu vas bien, ça va frérot? Ouais, ça va super. Merci pour l'invite. Moi, je te propose de basculer le Francis Lalanne mode guitare pour nous remettre le riad, que ça soit sympa. Allez, go. Les amis, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Abdel Web Seller, connu sur le nom, sur Internet en tout cas, que vous pouvez retrouver un petit peu partout. Un entrepreneur digital, un entrepreneur du web tout à fait atypique, avec un parcours de galérien comme on aime, et avec surtout un parcours très diversifié. On va parler de la vente en boutique, comme on va parler du développement dans l'hôtellerie, comme on va parler de Black Hat, de SEO et de e-commerce. Et on va voir bien tout ça du coup avec Abdel qui aujourd'hui est même en train de se créer un patrimoine pour pouvoir léguer des millions à la famille. Abdel, ça va du coup frérot, t'es en forme? Ça va super, ouais. Super. Et puis content du rendez-vous. C'est un peu t'es un peu notre talk show maintenant inévitable sur le web, quoi. Et si t'es pas passé chez Enzo, t'es nulle part en fait, tu vois. Ça Donc fait plaisir frérot, ça fait voilà. plaisir. Rapidement aujourd'hui, quand tu te présentes à quelqu'un qui te connaît pas, tu lui dis quoi? Je crois que c'est aussi compliqué que toi, en fait. Je crois que je vais lui dire, je suis consultant SEO, et puis ensuite ça va bifurquer sur, j'accompagne les e-commerçants, je fais aussi des projets digitaux, et j'ai de multiples casquettes finalement. Mais si je devais me résumer, je suis un entrepreneur du web. Mhm. Ouais, je pense que Aujourd'hui, du coup, tu as des boutiques e-commerce, tout tu à as fait. un logiciel qui aide à sourcer pour les gens qui font du dropshipping, Exactement. tu es salarié chez Orchestra et tu manages des projets web, Exactement. tu as une formation et tu fais du coaching pour les gens qui veulent améliorer le SEO dans le web, Oui. dans l'e-commerce principalement, et tu développes un parc immobilier. Et j'ai mon agence SEO. Et j'ai mon agence également qui accompagne du coup des sites internet à mettre en place des stratégies SEO. Exactement. Ça fait beaucoup de casquettes quand même, frérot. Ouais. Il faut Ça une, fait beaucoup de choses à déléguer. il faut une grosse tête pour porter toutes ces casquettes. Comment on fait? Comment tu fais pour pas prendre la grosse tête? Comment je fais? Bah, en fait, je reste tout le temps focus sur les actions héroïstes. C'est vraiment, je pense, le maître mot et le fil conducteur de mes journées. En mode Parce que, 80-20? parce que, en fait, je prends ma to-do list, Trello, Mastertask. Moi, je suis très Mastertask. Je prends ma to-do list, je supprime la moitié déjà des choses parce que avec le recul, l'expérience maintenant, ce que je remarque, c'est que l'humain de base, il a une grosse problématique, c'est qu'il surestime ce qu'il peut faire dans la journée et il Hmm. sous-estime ce qu'il fait dans la semaine en fait. Hmm. Donc du coup, moi, ce que je fais, c'est que je cut. Par exemple, si j'ai 10 tâches, je vais en supprimer 5 et je me focus sur les 5. Et ça, faut absolument que je les fasse le matin. Hmm. C'est inévitable, en fait. Tu vois, si je les ai pas fait le matin, ça veut dire que je suis clairement en retard, tu vois. Et après l'après-midi, je suis plus dans un focus management où là, je vais plus aller dans le détail de certaines choses que j'ai déléguées pour voir si ça a été bien fait
et surtout pour anticiper les éventuels problèmes. Voilà. Bon, avant de nous parler comme un CEO d'une société de 150 personnes, euh, t'as fait un peu de chemin, Abdel, et j'aimerais qu'on parle un petit peu de tout ça, du parcours, des boutiques physiques, de l'hôtellerie, de la rage d'avoir envie de t'en sortir aussi qui te caractérise, hein, ta détermination. Comprendre un peu de tout ça vient, mais avant ça, j'aimerais que tu nous dises, t'étais quel type de gosse, toi, quand t'étais à l'école et tout, t'étais comment? Moi, j'étais le genre de mec qui pirate Pronote, en fait, tu vois. J'étais le geek, voilà, j'étais le geek par excellence. Je pense que la région où j'ai grandi a fait que je sois geek aussi, parce que clairement, j'aurais été sur la côte, ça aurait pas été la même, tu vois. Mhm. Là, j'ai grandi dans un petit village corse et voilà, j'étais pas spécialement on va dire apprécié de tous, de par les origines et compagnie. On va pas rentrer dans le stéréotype, ça sert à rien. Et du Ah, coup, t'as vécu un racisme très trop, quoi? quand même, ouais. En Corse, ça blague pas? Bon, en fait, non, tu t'habitues à ça dans le sens où tu banalises la chose. C'est quand je suis arrivé en France, sur le continent, comme on dit chez nous, que c'est assez marrant d'ailleurs cette expression, c'est que je me suis retrouvé à moi avec ma vision des choses assez banales finalement et standardisées, Mhm. et des gens qui me disent non mais tu te rends pas compte. Enfin moi je leur disais souvent, ben, moi j'ai grandi avec on n'aime pas les rebeux, on n'aime pas les arabes, mais toi on t'aime bien, tu vois. Et du coup, Ok. moi, mais tu sais, c'est devenu en fait cette expression pour moi était Pour toi, familière c'était une et normalité, quoi. positive, tu vois. Tu vois, c'était Ouais. ah ouais cool, tu vois, c'est cool, tu vois. Franchement, mais j'avais pas. En fait, c'est comme si j'avais occulté la première partie de la phrase, tu vois. Ouais. Et tu fais avec en fait, tu vois. Mais après au quotidien, ben, c'est sûr que quand tu es au collège, tu n'as pas spécialement de petites amies parce que voilà, parce que t'as pas les bonnes origines. Ben, voilà, moi j'ai 32 ans, donc c'est vrai que c'est une époque où maintenant c'est un peu plus Ça révolu, on va dire. évolue. Mhm. Mais mais voilà, mais quand même. Et du coup, ça m'a permis de focus sur le PC. Et, Ok. euh, et puis, voilà, ma daronne, elle bossait en mode femme de ménage au début, tu vois, donc assez galère. Et elle a réussi avec mon père à me payer un PC. Donc ça valait 10 000 francs à l'époque, tu sais, c'était quand même waouh, tu vois. Et puis surtout, c'était une espèce de grand PC avec des écrans 17 pouces. L'arrière de l'écran, il fait 3 fois l'avant, tu vois, c'est Ouais, hyper le volumineux. cathodique qui prend la Ouais, le taille énorme sur le cathodique. bureau. Mhm. Et du coup, ma mère, elle a crisé le premier jour parce que le lendemain, j'avais déjà démonté en fait la tour. J'étais déjà en train de comprendre pourquoi le ventilateur il était branché avec une patte thermique sur le processeur. Elle me disait, t'as cassé l'ordinateur? Je dis non, non, j'apprends, tu vois. Et, Ok. euh, et la plus grande sagesse de mon père ce jour-là, c'était de dire laisse le faire. Tu vois. Voilà. Donc Et ça a quoi, été assez une marrant. curiosité de ouf, du coup, une envie de comprendre comment les choses fonctionnent, comment ça Ouais, moi, marche. j'ai toujours eu envie de comprendre comment ça fonctionnait. Je peux te dire, quand j'achète une bagnole, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. En tout cas, la base même, tu vois. C'est-à-dire, moi, pour moi, il faut que je comprenne la base. Et ensuite, si vraiment ça me passionne, je vais aller dans le détail. Tu vois. Hmm. Voilà, Mais tu veux tout le temps comprendre les grandes mécaniques, quoi. c'est ça. C'est ça. Et du coup, bah, ça a été un peu le fil conducteur finalement de ma période collège, lycée. Et au lycée, après, je suis arrivé en France parce que j'ai habité chez ma frangine par la suite. Et du coup, j'ai habité du côté de Montpellier. Et c'était plus facile pour le coup, parce que là, j'ai découvert. Moi, c'est comme si tu m'avais sorti d'Alcatraz, en fait, hein, Hmm. clairement. Tu sais, je suis arrivé en France, pour moi, c'était la vida loca. Il y avait des nanas partout. Au lycée, t'es en mode gel avec la frange sur le côté. Et tu te dis, bon, bah, je vais accoster de la nana, quoi, tu vois. Ok. Et ma mère qui attendait que j'ai des bonnes notes, tu vois. Bon, elle attend toujours, mais T'étais pas particulièrement bon élève, du coup? non, 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 mais par contre, j'étais très héroïste, quoi, tu vois. C'est-à-dire que si le coef des maths, c'était coef 4, je comprenais qu'il fallait être bon en maths, quoi, tu vois. Voilà. D'accord. C'était surtout ça. Donc, j'ai toujours eu, ouais, la moyenne, en général, je tournais entre 12 et 14. Hmm. Et puis, dégringolade en première, quoi. Hmm. Classe de première. Là, ça a été, au niveau des nanas, ça y est, j'ai step up, tu vois. Je me suis dit, bon,
j'ai fait un peu de gonflette, commencé à se dire on sort en boîte et compagnie. Et puis là, tu te dis, bon, bah, j'ai plus le time en fait. Même la semaine, il faut que je m'y consacre, quoi, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc c'était assez compliqué au lycée. Et finalement, ben, le côté geek m'a rattrapé parce que j'ai essayé de comprendre comment finalement le système des notes au lycée fonctionnait. Et un jour, j'ai pris un keylogger, ce qu'on appelle un keylogger, c'est un petit logiciel qui te permet d'enregistrer les touches de frappe sur ton Sur le clavier. clavier. Et en fait, ça c'était suite au premier bouquin que j'ai lu, qui était le bouquin de Kevin Mitnick. Et Non. ouais, Mais je crois qu'on se l'était déjà dit d'ailleurs. ouais, et du coup, Euh, c'était sur social engineering. Et du coup, ouais. et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué bêtement ce qu'il y avait dans le bouquin. Où clairement, je suis parti voir l'administrateur réseau du lycée et je lui ai dit, putain, mon PC, il marche pas, c'est n'importe quoi. J'ai ma clé USB bien branchée dessus avec le logiciel qui tournait à plein régime. Et le Et mec, il met lui, le mot de passe, ah quoi. ouais, lui, il avait eu le mot de passe, il a fait le geek lui aussi et il s'est fait avoir, quoi. Donc, Alors pour tout le monde du coup qui nous suivent, qui ne sont pas forcément de cette génération ni de cette passion, c'est Kevin Mitnick est un des mecs qui a hacké la CIA dans les années 90, si je dis pas de ouais, c'est ça. bêtises, à l'âge de 14 ans, de 16 ans. Et c'est un mec, donc un hacker informatique, mais qui était très 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 connu, et je vous recommande de voir son film dont j'ai plus le nom, pour effectivement expliquer que le plus gros bug en informatique, c'est ce qu'il y a entre la C'est chaise et le l'humain. clavier. Voilà, c'est l'humain. Et donc, effectivement, il y a énormément de stratégies de social engineering, donc en gros de hacker l'humain. Donc, comment récupérer le mot de passe de la secrétaire, etc., etc., machin. Le film est très bien fait. Et moi, ça a été un des vrais révélateurs pour creuser sur la psychologie, tu vois. Ah, moi, c'est en termes de web et de vision, même de l'humain, un peu comme toi, du coup. C'est pour ça que je pense qu'on a pas mal d'atomes crochus. C'était le côté comment tu arrives à déverrouiller en fait la porte en rentrant la bonne clé et en finalement débloquant le bon biais cognitif ou l'intérêt ou tu vois ou Hmm. l'envie ou en tout cas un sentiment qui fait que finalement ça te fait arriver au bout du truc, Ça quoi. te va arriver au résultat. Et donc, du Ouais. coup, tu hack Pronote et tu te mets la moyenne. Et ah ouais, plus, ah non, c'était la folie. T'as 17 de moyenne, toute la classe. Et puis du coup, ils ont appelé les gendarmes du petit patelin Aïe, aïe, aïe. du lycée où j'étais. Et en fait, moi, j'étais en internat, tu sais, la semaine. Et le Hmm. mec qui était avec moi, un voisin de chambrée, il en avait un peu marre que je ramène des nanas, tu vois. Donc du coup, pour lui, c'était un peu l'aubaine de me balancer aussi, tu vois. Et manque de peau, ils l'ont interrogé à lui, parce qu'il avait un peu le plus la tête de geek que moi, pour le coup. Parce que moi, Ouais. quand je me suis fait questionner, bah, moi, je leur disais, écoutez, c'est une filière de garage. Je suis là parce qu'à la base, je voulais faire moi des pâtisseries. Et puis mes parents, ils m'ont mis là parce qu'ils se sont dit, il va être bon élève, il fera de l'informatique, tu vois. Et puis la nana, elle m'a dit, bon, bah, on peut revenir voir avec la conseillère d'orientation, tout ça. Et finalement, elle a squeezé totalement ce côté-là. Et lui m'a balancé, tu vois, il m'a jeté en pâture. Et je suis passé au conseil de discipline du lycée. Et le proviseur, je me rappelle, il me disait, ouais, vous vous rendez compte ce que vous avez fait, vous avez mis en péril la sécurité de l'établissement. Je dis, bah, c'est vous le premier concerné, en fait, hein, parce que vous avez embauché un débutant, quoi. Tu vois, j'ai envie de te dire. Je vous ai rendu un service dans le monde du travail, on me paye pour faire des analyses comme ça. Donc bon, ça va pas empêcher de me retrouver dehors. Et puis ben là, la réalité, elle était un peu choquante parce que pour moi, quand j'étais au lycée, je veux dire, je gagnais ma vie en réparant un peu des ordinateurs le Mhm. week-end et surtout, je vendais, pour les plus anciens, je vendais des skins de Counter-Strike. Putain. Tu vois, vraiment le first-person shooter par excellence à l'époque. Ouais. Et en fait, Counter-Strike, du coup, tout le monde était un peu accro à Counter-Strike et voulait un peu, du coup, son skin, finalement, son Customiser le habillage, ouais, personnage, ouais. etc. Mhm. Et moi, je vendais ça, il n'y avait pas de checkout à l'époque, tu vois, il y avait Allopass, quoi. Tu vois. Donc, Allopass, ça a été un numéro de téléphone surtaxé qui te permettait, toi, de récupérer ta thune comme ça et avec un code pour l'utilisateur. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premières pages HTML et à comprendre un peu le biz.
Et quand je me suis fait T'as quel âge virer, à ce moment-là, du coup? 17, 16, 17? ouais, 17-16, ouais. Et ma mère, elle me rappelle alors, tu vois, elle me dit, non, mais attends, ça fait tout village, quoi, là, qu'est-ce que tu fais, là? Donc, faut aller bosser, quoi. Je dis, ok. Surtout que j'étais pas, on va dire, dans un environnement familial adéquat. Donc, du coup, C'est quoi ben, justement l'environnement à la maison? l'environnement, bah, c'est le beau-frère avec la frangine qui t'héberge. Ils ont un Ouais, peu donc la toi, tu vis chez ta pression. sœur. Ouais, ils ont un peu la pression de la famille que tu assures. Et à côté de ça, ben, toi, tu es un peu redevable aussi de ça. Et tu vis chez ta sœur pour justement pouvoir venir à Montpellier parce que tes parents sont en Corse, c'est ça? Exactement, ouais. Et du coup, ce qui se passe, c'est que bah, Et pression pourquoi, de. pourquoi venir en France du coup? Pour le côté, euh, c'est plus facile pour. Ouais, bah parce que clairement, il n'y avait pas d'avenir en Corse, en fait, tu vois. En termes de lycée, c'était soit tu finis pêcheur ou chasseur, donc l'un ou l'autre, tu vois. Dans tous les cas, tu votes écolo à la fin, tu vois. Et puis derrière, ben, dans les deux autres professions, en fait, euh, en termes d'origine, ça colle pas. Donc, tu es obligé de soit d'aller au chantier, soit de te dire, j'ai une autre solution, je monte sur la capitale ou je fais autre chose. Et, Ok. euh, et tout le monde, finalement, de ma génération était parti. Donc je me suis dit, il faut que tu partes aussi, quoi. Et puis il y avait aussi un peu la pression familiale du côté de ma mère qui voulait absolument que je réussisse et, euh, et pas mal de Tu conneries que j'avais seras, fait tu en seras Corse. avocat, docteur ou ingénieur, mon fils, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Elle voulait que de maintenant, t'écoutes, enfin, t'appelles ma mère, elle dit que je suis patron d'Amazon, quoi. Tu vois, elle a toujours pas Ouais. compris le concept. Mais bon, je veux dire, du moment qu'elle comprend que je suis sur le net, c'est que c'est cool. Tu vois, C'est c'est déjà pas mal, en ouais. phase, quoi. Et Mais ouais, d'un point de vue argent, travail, c'est quoi le mindset à la maison? Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'argent? Comment est-ce non, qu'on t'éduque? Quelle valeur on te donne? ouais, écoute, c'est un père qui se tape une bouteille de pastis par jour. C'est une daronne qui essaye d'élever le système, d'élever le niveau de la famille et qui tire à bras le corps tout le monde. Et moi qui suis spectateur de ça, donc forcément, c'est moi, le premier entrepreneur de ma vie, c'est ma mère, quoi, tu vois. C'est Hmm. la plus grande des entrepreneuses, tu vois. J'idolâtre ma mère tellement. Ma mère, elle sait ni lire ni écrire. Par contre, elle voit une facture, elle va voir le logo du syndic. Elle va dire putain, il faut chier, il faut encore payer le syndic, tu vois. Et elle va savoir le montant, tu vois. Pourtant, c'est ni lire ni écrire et elle fait des trucs. Elle débarque demain chez toi alors que t'es à l'autre bout de la planète, quoi, tu vois. Et Et alors, bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas compris, ta mère a jamais entrepris, mais c'est la plus grosse entrepreneuse que tu connais. c'est ça, ouais, ouais. C'est une très très belle phrase, ça. Elle entreprend. Pour moi, entreprendre, c'est passer à l'action, dans tous Hmm. les sens du terme. Donc, et puis au fur et à mesure, ma mère, oui, là où elle a entrepris, c'est que de l'étape où elle était femme de ménage, elle a quand même commencé à gérer un restaurant au bord de la plage, ben, finalement d'origine maghrébine, donc pas facile en termes d'intégration. Elle a joué de ça pour justement se mettre en avant au niveau culinaire, ce qui a fait Hmm. que, ben, bon, là maintenant elle est à la retraite, mais pendant quasiment 15 ans, elle a géré un petit restaurant pendant tout l'été avec finalement le maire du village qui était son patron et qui lui faisait entièrement confiance. Et c'est moi ce qui m'a permis par la suite aussi d'avoir finalement en gérance un petit hôtel. Mais c'était waouh, quoi. Tu vois, quand je vois ma mère, son parcours, je me dis, ben, en fait, toi, tu sais lire, écrire, compter ce que tu veux. T'es full option et tu n'y arrives pas. Donc, c'est qu'il y a un problème, tu T'as vois. pris le full option sur le BM, mais tu sais pas passer la première, Voilà. frérot. Et Et justement, on va y revenir un peu. Qu'est-ce qui se passe du coup? Alors, après le lycée, tu te fais virer, ça part en couille. C'est ouais. quoi les steps d'après? Comment est-ce que tu vas rentrer, te confronter au monde du travail? Alors, on a compris déjà que tu bidouillais un peu sur Internet, tu faisais déjà un peu des allopas, que tu mettais les mains dedans, que Mhm. tu avais déjà un peu ce mindset du hacker. Ce qui s'est passé en fait, c'est que à un moment donné, ma famille voulait des résultats, donc moi je l'ai compris rapidement. Donc mon beau-frère qui bossait en tant que responsable de rayon dans un leader price, il me dit écoute, il y a un poste d'employé de rayon si tu veux bosser, ok. Donc moi, pour moi, c'était un peu la manière pour que mes parents me laissent tranquille aussi, tu vois. Donc je suis rentré finalement, je suis rentré dans ce magasin-là, première réunion, enfin premier entretien d'embauche. Petit Tunisien, un mec qui se fait 35 ans de boîte, il avait connu l'ancêtre de Auchan, Mammouth à l'époque. Il se fait, voilà, tu vois, le mec, c'est un drogué de la grande distrie et il me dit, c'est quoi tes ambitions dans la boîte, tu vois.
moi, je le vois en costard. Je vois, il est derrière un bureau super clean. Et T'as il a une quel âge à armée ce de moment-là, caissières. du coup? 17, 18 18? ans. 18 ans. 18. Il a une armée de nanas, des caissières qui l'idolâtrent à lui aussi parce que c'est un ancien. Je regarde, je suis là pour prendre ta place, mec, en fait. Je suis juste là pour ça, quoi, tu vois. Et il me dit, et le mec outré, tu vois, il me dit, mais comment tu peux, avec ton insolence, venir me dire ça tu sais combien de temps il m'a fallu, moi, pour être à mon poste? Je dis, moi, j'espère qu'il me faudra beaucoup moins de temps que vous, en tout cas. J'ai pas envie de finir ici, quoi. Et, et en fait, Et ça s'est super bien c'était passé. quoi cette insolence alors? Elle te vient où? Ça te vient où cette confiance qui te Bah, permet en de dire fait, ça? le calcul, il était rapide, tu vois. Tu vois ton père qui bosse sur le chantier, qui se tape, qui finit à l'apéro avec ses collègues et qui finit avec 0 dans la poche à la fin du mois. Tu te dis qu'en termes de coef, sur l'équation, il est pas bon, quoi, tu vois. Hmm. Donc, vu que l'équation salariée était pas bonne et que je voyais que ma mère s'en sortait mieux, que finalement c'est grâce à elle que qu'on a réussi à construire une petite maison, je me suis dit bon bah ok, ça c'est la step numéro 2 m'intéresse plus quoi, tu vois. Hmm. Et pour ça, je me suis dit quoi qu'il arrive, là tu es dans les catacombes de l'échelle sociale, tu vois. Donc faut que tu essayes de voir la lumière et ensuite on verra ce qui se passe, tu vois. Ah, il y a ce Donc côté un peu j'ai rien à perdre ou quoi? franchement c'est le côté, voilà, c'est brûle les bateaux derrière et fonce, quoi, en fait. De toute façon, tu peux rien perdre, t'as rien. Tu vois, t'as rien. Tu pars en mode, c'est la dèche totale, tu vois. C'est, et du coup, je suis parti comme ça chez Leader Price. J'ai commencé à bosser. Franchement, j'ai trimé, mais je suis vraiment redevable et reconnaissant de ce directeur de magasin qui m'a donné et enseigné toutes les bases du commerce Hmm. commerce en sens physique, tu vois, avec faire des implantations de rayons, des inventaires, la DLC, la DLUO, les rotations, les tables d'attaque, tout ce genre de choses. Et en fait, ce mec-là, je bosse en tant qu'employé de 5 heures à midi, tu vois, donc tous les jours à fond. Et à partir de midi, j'arrive dans son bureau et je lui casse les burnes tous les jours. Je lui dis, écoute, mec, il me dit, mais t'as fini ta journée? Je lui dis, non, mais ouais, ma journée d'employé, maintenant, ma journée de responsable, elle commence, tu vas reprendre le métier, tu vois. Et j'étais tellement insolent où je voulais en fait, je voulais hacker l'échelle sociale, tu vois. Donc je me suis dit, quel est le facteur? Bah, c'est le facteur temps en fait, C'est tu quoi vois. la Donc fast lane quoi? Comment est-ce que je ouais. fais pour m'asseoir à ta place quoi? Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai une nana qui était en accident de travail, qui était responsable de rayon. Je l'ai remplacée. Et puis il m'a donné un Tucson, c'est un mini PC, une sorte de pocket PC qui te permet de passer tes commandes. Hmm. Et il me dit, tu as 35 000 euros de marchandises à commander lundi matin, donc te rate pas, sinon tu es dehors. Tu vois. Le mec il met la grosse pression. Tu vois. Le samedi, je vais à la boutique du coin, à la librairie du coin, j'achète le commerce pour les nuls. Tu vois. Et je cherche le chapitre comment passer des commandes. Tu vois. Ouais. Et je tombe sur un mec en fait qui justement qui est pour le coup ce bouquin, autant d'autres bouquins sont super nuls, celui-là il était top. Et je comprends rapidement en fait qu'il faut vraiment focus sur la rotation des produits et sur les produits winners du magasin. Donc je Hmm. passe ma commande un peu trop même, tu vois, j'ai un peu abusé, mais c'est passé. Et du coup, bah, quasiment 3 mois après, j'étais responsable de rayon. Après, j'ai step up parce qu'une fois que je suis rentré en tant que responsable de rayon, j'ai pu voir un peu ce qui se passait dans le magasin. Donc j'ai commencé à chercher toutes les phases d'optimisation possibles à mon niveau. Et du coup, je commençais à conseiller mes autres collègues, tu vois, qui eux, ils avaient 10 ans de boîte, quoi, tu vois, et ils me disaient, mais, ouais, on n'avait pas pensé à ça et tout. Et je pense que le plus important, c'est toujours d'essayer de regarder les choses avec un regard de newbie, de débutant, mais surtout un regard extérieur, tu vois, pour voir un peu, parce que des fois, tu es tellement dans la chose que tu fais, dans la tâche que tu fais, que tu oublies en fait de Tout dézoomer ce et qu'il de y a voir des, autour quoi. des, des, des choses autour. Ouais, Et on est là pour vendre des trucs à des gens qui ont envie d'acheter des trucs et qui se baladent. exactement, voilà. Hmm. Et moi, Et moi donc c'était, tu vas faire combien de temps du coup chez Leader Price j'ai fait 4 ans, j'ai 4 ans chez Leader Price et après on s'est fait racheter, donc j'ai step up, je suis devenu directeur adjoint, ensuite directeur magasin. Et du coup, Super. Donc tu as réussi en 4 ans quoi. ouais, j'essaierai un peu moins, en 2 ans et demi, j'étais directeur mag, avec la période de formation, tout ça, c'est assez incompressible, mais grosso modo, en 2 ans, j'étais directeur magasin. Ensuite, j'ai Donc serré la main, donc à 20 ans quoi. ouais. Et j'étais un des plus jeunes directeurs de Leader Price de France parce que
À l'époque, tu avais l'égérie de Leader Price qui était Jean-Pierre Coff, pour ceux qui l'ont connu, et donc illustre cuistot. Et en fait, il nous avait invité justement le gratin des directeurs de Leader Price parce qu'on s'était fait racheter par Géant Casino, par le groupe. Mhm. Et à ce moment-là, il nous dit, bon, vous rentrez dans la cour des grands, vous arrêtez de faire du low cost, là, vous arrêtez de faire du discount, maintenant, on va faire du lourd, quoi, tu vois. Et c'était un peu l'enjeu. Et moi, ils m'ont repéré rapidement parce qu'ils cherchaient à la base un mec qui voulait implanter des drives chez Géant Casino. Et j'ai rapidement pris ce poste, en fait. Et du coup, j'étais catapulté sur la région PACA. Et là, j'ai commencé à installer des drives. Donc, pour moi, c'était un tout nouveau métier. Et là, je découvre le business Internet avec Google My Business. Tu vois. Et Pourquoi du coup? parce qu'en fait, il fallait absolument créer les fiches de chaque drive, tu Pour vois. qu'il soit positionné, Et c'est c'est ça. ça, et surtout les optimiser, en fait, tu vois. Donc, et du coup, je commence à découvrir un peu le concept et tout. Et moi, je voyais ça plus avec mon regard de geek à l'époque où il y avait d'autres moteurs de recherche comme AltaVista, comme Voilà.fr, Lycos, pour ceux qui ont connu. Et là, je dis, waouh, putain, mais il y a un truc à faire là, tu vois. C'est-à-dire que tous les gens qui cherchent un produit dans une zone de chalandise donnée, en fait, ils sont capables de trouver avec ce truc-là. Tu vois. Je dis, mais en fait, c'est le meilleur des panneaux 4x3, tu vois, c'est encore mieux, Ouais. quoi, tu vois. Mhm. Et je commence à apprendre du coup vraiment le métier de l'implantation des drives avec une équipe en fait qu'ils avaient débauchée de chez Chrono Drive, qui étaient les spécialistes à l'époque. Ouais. J'étais avec du coup mon ex-compagne à l'époque et là je fais un gros burn-out. C'était fin À 2013, tu vois. quel âge là à peu près du coup? J'avais 26 ans, ouais. Et Ouais, je fais donc ouais, t'es arrivé chez les Drive, enfin chez ouais, Géant en casino à 22, après les 4 ans de Leader Price pour commencer à développer les c'est drives. ça. T'as refait encore 4 ans à développer des drives, etc. À ce moment-là, du coup, tu gagnes combien? Tout se passe bien plutôt pour toi dans ta place de salarié, du coup, t'as monté des usines. Ouais, j'étais à un peu moins de 3000 balles par mois. Tout allait bien, tu vois. J'étais le gars qui avait la grosse BM, Mazel Tov, tu vois, j'ai envie de te dire. Ouais, le Ma, CDI, tout va bien, ouais, quoi. ma mère, elle me disait, ouais, enfin voilà, mon fils, ouais, mon fils, il a réussi, tout va Voilà. bien, tu vois. Et Et toi, comment tu te sens à ce moment-là, du coup? en fait, T'es dans ta réussite, ou en tout cas, t'es dans un step qui te plaît, tu non. te payes la bagnole que tu veux, t'as les Moi, nanas, comment tu te ouais, sens? mais je suis pas dans le truc, en fait. En fait, je me dis, ok, c'est ça, ouais. Mais en fait, non, en fait. En fait, pour moi, j'étais incomplet. Mais quand je Mhm. suis dis incomplet, c'est vraiment dans le Lego, il manque un truc qui fait que le Lego, il est fini, quoi. Tu vois. Et, T'as euh, coché toutes les cases pour la société, mais pour toi, il manque un truc. et tu sais pourquoi? Parce que en fait, il y avait une gimmick que ma mère disait, et je pense qu'elle y a contribué à ça. Elle disait, ouais, mon fils, mais il a pas fait l'école, mais quand même, ça va, ça s'est bien passé pour lui, il a réussi parce qu'il a travaillé dur, tu vois. Mhm. Et du coup, elle a résumé les choses autour de ça. Et moi, je me suis dit, non, mais en fait, là, en fait, je comprenais pas comment, et c'est là où ça a été vraiment le facteur déclencheur, c'est que moi, j'étais dans une filiale de Géant Casino qui était le plus gros franchisé de casino. C'est-à-dire que c'était le mec qui avait 500 magasins Géant Casino et qui, grosso modo, il mangeait à la table de Monsieur Naouri, du Big Boss. Mhm. Et ce mec-là, en fait, il était autodidacte, zéro level à l'école, walou, etc. Mais c'était un entrepreneur, tu vois. Mhm. Et à chaque fois qu'on faisait une revue magasin, on Tu était l'as branle-bas de rencontré, combat, ouais? quoi. Tu vois. Ouais, on était branle-bas de combat et il me disait, ouvre ton magasin, en fait. Il me disait, ouvre ton magasin, porte tes cojones, tu vas et Ok, tu vas être en t'achètes. contact avec lui, du coup, de par le job, et tu vas échanger avec ce type, et ce C'est type ça. Et va te dire. il m'a fait le tilt, tu vois, il m'a fait le pattern interrupt, quoi. Ouais. Et il me dit, écoute, à partir du moment que tu es là, si tu restes dans les différentes actions que tu fais dans ce magasin, au quotidien, ça changera jamais ta vie. Ce qui va Ouais. changer ta vie, c'est quand tu vas commencer à mettre un pesos dans quelque chose, tu vas laisser fructifier ça, ou quand tu vas décider de te mettre en danger pour voir jusqu'où tu es capable de générer du cash.
Ouais, Je me suis dit, c'est-à-dire que oh, là, il y a certainement des échelons à monter, mais au final, la passion ou l'excitation, elle n'aurait pas été beaucoup plus grande, quoi. ben, même au-delà de ça, en fait, ce que je remarquais, c'est que même si tu es au plus gros des levels, tu es directeur de zone et que, en Et que grosso tu as modo, tu es 50 le numéro 3 magasins en voilà, gestion, machin, ou tu je es sais le pas numéro quoi, 3 de la boîte, tu gagneras jamais ce que le mec que gagne, qui est entrepreneur qui a et monté son magasin en franchise. voilà. Hmm. Et du coup, je me dis, ok, bon, bah, il y a un Par truc à contre, faire. il faut une couille, non, pour lancer un magasin en franchise dans la grande distrib. Bah, tout dépend en fait de la taille du magasin que tu veux lancer. Maintenant, il y a des contrats de gérance sur des petits magasins, tu vois, genre Casino Express, ce genre de choses, où grosso modo, avec un petit ticket d'entrée de 15 000 balles et un fonds de commerce, bah, ils te laissent les droits de la marque. Et puis Ouais, derrière, t'es en gérance, ouais. Hmm. ouais. Par contre, t'as un peu la guillotine parce que à chaque inventaire, si t'es en négatif, c'est pour ta pomme, quoi. Hmm. Donc ça, c'est un gros problème, quoi. Et voilà. Donc c'est un peu le souci. Après, au niveau, moi, de Jean Casino, ce qui a fait le déclic, c'est qu'au même moment, ma mère, bon, ça allait plus avec ma nana, j'étais vraiment déphasé, burn-out total. Et après qu'il m'ait dit ça, et, euh, et je dis à mon ex-nana, je dis, il faut que je me barre, en fait. Je dis, faut que je switch, faut que je prenne le temps de réfléchir à ce que je vais faire. Et là, ma mère qui m'appelle, qui me dit, écoute, si tu veux, moi j'ai des amis qui ont un petit hôtel et tout, ouais, ils n'arrivent pas à le gérer. Leur gamin, il est en train de jouer au ballon, il est en train de réussir sa carrière et tout. Est-ce que ça te dit voilà, C'est de le vraiment les gérer? expressions de vieux. Il joue au Ouais. ballon. C'est ça, tu vois. Le mec, il est en Ligue 2, il passe en Ligue 1, tu vois. Ouais. Il Il joue joue au à la ballon. balle là le samedi soir avec ses copains. Ouais, Ouais, parce que non, moi, il est je me posais footballeur la question, attends, professionnel je veux dire, vraiment. c'est quand même un bon fonds de commerce et tout. Pourquoi le mec, il gère pas? Mais il est en Ligue 2, il touche 3 fois plus que ce qu'il va toucher à l'hôtel, tu vois. Ouais. Et elle me dit, est-ce que tu as un peu de Et sous de donc ta mère côté? qui par contact, à force d'être dans le commerce avec le restaurant, etc., rencontre des gens, il y a cette Mhm. opportunité de gestion. T'as 26 ans, t'es en burn-out chez Casino, tu dis, yalla maman, je te rejoins. C'est ça, ouais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout lâché. J'étais vraiment en mode focus sur réussir ce truc-là. Et en fait, je partais sur un métier que je connaissais pas du tout, tu vois. Hmm. Donc, moi, j'étais encore dans mes délires géant casino, plus des petits WordPress à côté, enfin un peu de tout comme ça, tout tranquillou, la vie est belle, quoi, tu vois. Et T'avais gardé un peu le contact avec le web, tu parles de WordPress, tu ouais, continues ouais, à monter des à tout le sites, tu temps, mais en fait. continues un peu. C'est-à-dire que ce que je faisais, c'est qu'en parallèle de géant casino, j'avais monté des petits WordPress, j'étais sur tous les forums de geeks du SEO à l'époque, tu vois. Et, euh, Ouais, depuis que et, tu as découvert ce truc de Google My Ouais, Business, tu ouais, as creusé ça a quoi. été, ouais, j'ai creusé et puis j'ai découvert des mecs et je commençais à suivre des confs de personnes qui étaient plutôt énervées sur le sujet, tu vois. Et je me suis dit, Qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans? le côté gratuit, en fait. Je me suis dit, attends, tu imagines, t'as des mecs qui payent des spots TV, ils ont zéro retour, zéro analytique pour savoir quel est le retour finalement, mis à part des études de grandes boîtes qui vont leur donner finalement un échantillon de potentiellement ce qu'ils pourraient avoir comme retour. Et Hmm. toi, tu arrives en fait, tu as Google qui te sert ça sur un plateau et qui dit, écoute, tu as le client qui a un besoin, trafic qualifié, et en plus de ça, il pense faire la bonne affaire parce que c'est lui qui t'a trouvé. C'est comme si tu Hmm. avais catapulté 500 personnes devant un magasin et ils se disent, ah, c'est cool, on va rentrer. Tu vois. Ouais, donc le côté magasin plus le côté gratuit, ça, tu t'es dit, ouais, il y a un truc à faire, c'est énorme quoi. Ouais, je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire dans le sens où, je te parle quand même il y a 10 ans de ça. Ah, Google c'était le My Far West, Business, hein. c'était le Far West, tu vois. Ouais, c'était le Far West. Tu mettais le mot-clé le mot-clé que tu visais, en fait, à la place du nom du magasin. Et puis tu rankais sur tous les mots-clés qui étaient inhérents à ça, tu vois. Et tu avais juste à te mettre quelques avis et tout. C'était, voilà. Bref. Et en fait, ce qui m'a fait tilt, c'est quand je suis arrivé dans le business de l'hôtellerie. Donc tu Bah, déjà, retournes en Corse, tu quittes ta sœur, ouais, tu quittes ta gonzesse, tu je rentres lâche chez tout. maman Ouais. et tu vas pour ce projet de gérance. Elle va bosser avec toi, vous allez être à deux à travailler sur ce projet d'hôtel ou? Ouais, elle va vachement m'aider en fait parce que elle était dans le côté petit sou, je compte le moindre centime et je suis carré sur ça, tu vois. Hmm. Et moi j'étais en mode je vais te faire le Hilton, tu vois. J'étais- je vais refaire le truc.
On parle d'un business qui générait 200K à l'époque à l'année. Et en l'espace de 4 ans, un peu plus de 4 ans, on est arrivé à plus de 550K. Et en fait, moi, ce qui a fait que, et vraiment, ça a été aussi un coup de chance pour le coup, c'est que je connaissais pas le métier, mais je connaissais Google à ce moment-là. Donc, du coup, Ouais. pour moi, le mec, quand il est arrivé, déjà, il savait même pas ce que c'était Booking, tu vois. Je suis rentré dans l'hôtel, il était avec un stylo, un papier, et un calepin, et il notait les résas du jour, tu vois, et au téléphone, tu vois. Je lui dis, non, mais c'est pas possible, tu vois. Et C'était du une coup, région touristique, c'était un bon emplacement en Corse? j'étais en face du port à Bastia. Tu peux pas faire mieux, en fait. Tu as 1 million de touristes qui débarquent par an. Ouais, Et donc à l'époque, naturellement, il marchait et toi, tu lui as donné de la visibilité, quoi. c'est ça. Et en fait, déjà de base, lui, il avait 90% de direct et un peu de téléphone, tu vois. Donc, mais il avait une clientèle légèrement glauque, tu vois. Moi, je me suis dit, en plein été, tu peux pas vendre 60 balles ta chambre, c'est pas possible, quoi, tu vois. Et du coup, bah, on a trouvé un terrain d'entente. On a signé une gérance, bam, je me lance. Donc j'avais mis tout ce que j'avais de côté, et plus de BM et plus rien. Là, c'était en Il mode fallait, il fallait mettre un peu d'oseille, ouais, pour ouais, récupérer la ouais, gérance. oui, tu rentres pas comme ça, hein. Et puis donc bah, l'histoire m'a coûté un peu moins de 40K, mais au final, quand je me suis lancé, du coup j'avais un peu de cash de côté, mais la gérance m'avait bien plombé. Donc du coup, j'avais pas vraiment beaucoup d'argent pour entre guillemets essayer de rénover l'hôtel selon mon envie. Mais par contre, ce que j'avais, c'était juste la capacité à aller chercher du trafic. Et en plus de ça, il y avait un truc important, c'est que le mec avait jamais découvert ce que c'était Booking.com, quoi, tu vois. Tu n'avais C'était, pas du tout utilisé les plateformes, il y avait etc. aucun OTA, Online Travel Agency, tu vois. Il n'y avait pas d'Expedia, de Booking, pour ceux qui connaissent, Trivago, il n'y Donc avait là, tu pas vas de Opodo. découvrir, tu vas pouvoir creuser et implémenter tes stratégies, ou en tout Là, cas j'ai fait le découvrir et geek. mettre en pratique, ouais, le SEO, et puis utiliser tous les OTA pour t'envoyer un maximum de trafic. Ouais, en fait, il y avait deux choses qui étaient intéressantes finalement dans cette aventure. C'est que je me suis retrouvé avec une région où en fait, il n'y avait pas le groupe Accor. Ok. Donc, pas d'hôtel Ibis, pas d'hôtel F1, pas deux Best Western franchisés. Et en fait, c'est open bar. Pourquoi? Parce que toi, quand tu es francophone ou tu es touriste de base, tu sais pas que le groupe Accor, il est pas là. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent hôtel Ibis Bastia, hôtel Ibis Corse. Et moi, je ranquais comme un porc sur toutes ces requêtes, tu vois. J'avais fait un mini WordPress et puis j'avais fait vraiment deux rédacs malgaches et puis tous les jours on bossait sur créer des contenus de page où on était là avec des requêtes et on cherchait des requêtes liées au groupe Accor. Hmm. Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'intéressait finalement, c'est que ben, le mec, quand il arrive dans mon hôtel, il a l'équivalent de ce qu'il recherchait finalement sur Internet et finalement Ouais. derrière sa requête. Et on a clairement tout fracassé sur Bastia à l'époque comme ça. Mais Et tu devais revendre du trafic à la fin. T'avais combien de chambres? T'avais même pas assez de chambres alors moi, pour. on était passé d'un contingent de 21 à 27. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, très vite, je me suis lié d'amitié avec un couple finalement d'hôteliers Tu qui, leur eux, revendais des résas. ouais, qui eux étaient, qui eux étaient devenus vraiment des amis. Donc, du coup, on s'échangeait vraiment les raisins en fonction. Et moi, en fait, là où j'ai vu le KPI qui a été le game changer, c'était quoi? C'était le fait que on vendait que des chambres doubles. Et j'ai commencé à créer des chambres familiales. Tu vois. J'ai rajouté un lit. Ma mère, elle me dit, ouais. Ma mère était un peu en mode, elle croyait que c'était l'hôtel à Marrakech, tu vois. Donc, il faut 4 lits, le lit d'appoint, le truc et tout. Elle croyait qu'il y avait des mecs qui venaient carrément en À caravane qui 40, ouais. débarquaient, tu vois. Et je me suis dit, mais non, mais maman, c'est juste des couples avec un enfant ou deux, quoi, tu vois. Donc, on a fait des grandes chambres, tu vois, donc 4 et 5. Et ça a cartonné parce que finalement, on a fait x2 sur le panier moyen hôtelier, on l'appelait comme ça. Mhm. Et surtout, ça nous a fait exploser le chiffre d'affaires parce qu'en fait, les gens étaient en demande de ce produit-là. Donc, on a pu upseller très rapidement dessus parce qu'ils étaient déjà en demande, donc ils avaient de l'appétence pour ce produit. Et en fait, ce qu'il voulait, c'était carrément un package, tu vois. Parce que le mec, quand il arrive à Bastia, bon, il sait pas trop quoi faire, tu vois. Il sait qu'il faut qu'il descende voir les plages du côté de Porto Vecchio, tout ça. Et moi, ce que j'ai cherché à faire, c'était faire rester finalement faire de la rétention et retenir le client dans l'hôtel. Donc, j'ai tout testé, hein, soirée salsa, DJ, la paella, ce que tu veux, les chants corses, le mec qui vient avec la main sur le creux de l'oreille, la totale. À la fin, ce qui a marché, c'était un truc tout con qui était juste en bas de l'hôtel, mais vraiment, c'était le désespoir, j'y croyais plus, tu vois. C'était le club de plongée du coin, quoi. Hmm.
Et en fait, le club de plongée du coin, on faisait 2 nuitées plus du coup la découverte, le baptême de plongée. Et en fait, ce que j'avais zappé, moi, dans l'histoire, c'est que quand tu reviens de la plongée, tu es ensuqué. Ouais, T'es KO technique, tu vois, t'as qu'une envie de dormir. Tu prends ouais. le petit déj le lendemain, c'est le plus beau souvenir que tu as de l'hôtel, tu vois, et tu mets des super notes sur Booking, quoi. Et Ok. ça fait vraiment cartonner pour le T'as coup. vendu des packages, en fait, t'as vendu ton produit C'est en ça. allant chercher du trafic là-dessus. Ouais. Et donc, du coup, Et, vous allez réussir pratiquement à faire x3 sur le chiffre d'affaires en 4 ans, grâce à ça, quoi. ouais. Et il y avait ça, et surtout, on avait un service à la marocaine, en fait, tu vois. C'est-à-dire que clairement, là où tu as des Italiens ou des Corses qui ont un service top, hein, mais qui sont finalement assez atypiques de la région, nous, on arrivait en mode je me mets par terre, je me sers, enfin, tu te sers de tapis, il n'y a pas de souci, tu m'écrases si tu as envie, je suis là, je suis à ton service, tu vois, jour et nuit. Et on avait mis en place des night auditors, on avait mis en place vraiment un service de réception où si tu voulais, tu avais un service pressing au sein de l'hôtel, tu vois, dans un petit 2 étoiles. Donc, Hmm. ce qui est quand même carré. Et là où, en fait, j'ai commencé à m'ennuyer, c'était vraiment la troisième année, où là, je me suis dit, c'était entre la deuxième et troisième année exactement. Et là, en 2015, début 2016, je me dis, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je me remette encore plus focus sur le web, mais avec vraiment du business full web, quoi, tu vois. Ouais, là, tu as vu le potentiel du truc, tu as vu que ça pouvait générer de l'argent, tu commences à prendre confiance en tes compétences et tu te dis, Et faut en je me faire quelque remets chose. dedans. Et je me remets Et dedans, tu te remets mais dedans. ouais, je À me ce remets. moment-là, du coup, tes 40 000 euros investis, où tu vends la BM pour investir dans le resto, est-ce que tu as pu gagner de l'argent avec cet hôtel? Est-ce que tu t'es Oui, renfloué? on était C'est comment? refait. Non, on était déjà refait. Et puis, entre-temps, ben, je m'étais marié. Et puis ma compagne m'a rejoint du coup dans cette aventure-là. Donc, ce qui a été énorme en fait pour moi, parce que elle a su vraiment aussi la boutique quand je n'étais pas là. Mhm. Et à partir du moment qu'elle était là pour me seconder, moi, clairement, je commençais à m'emmerder. Et je me suis dit, parce que j'arrivais finalement à la vitesse de croisière de l'hôtel. Tu vois, j'étais plus en croissance x2, enfin 2 chiffres. Il n'y avait plus de C'était gros problématique, quoi. challenge, quoi. Donc, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Et un jour, je vais chercher du coup mon petit neveu à l'école. Je passe devant un local totalement vide, à louer. J'appelle le mec, je savais même pas ce que j'allais mettre dedans. Je dis, ok, je te prends ton local, bam, voilà. Et je passe. Et ce jour-là, en fait, je casse mon iPhone. Tu vois. Je casse mon iPhone, je me dis merde, putain. Et je vais chez un pote, il me dit c'est 150 balles. What? Je dis, what? T'es sérieux là. Enfin, on se connaît, quoi, tu vois. Je veux dire, enlève le coef, quoi, tu vois. Et le mec, il me dit, non, mais c'est ça, ok. Donc, moi, je suis un peu intrigué. Alibaba, direct, tu vois. Et 10 là, balles l'écran. je vois l'écran à 10 balles, tu vois. Je me dis, waouh, ok, c'est bon. Il est là, le bis, tu vois. Donc, j'ouvre la boutique 2 mois et demi après. Je fais tous les travaux avec mon père. Donc enseigne, on met du placo partout, des spots, on fait vraiment les trucs à l'américaine, tu vois, on appelle ça Mhm. Webphonia. Parce que je me suis dit, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais revendre des écrans pour les réparateurs corses qui, eux, ils se font un peu matraquer par les revendeurs d'Aubervilliers et tout le secteur parisien. Et moi, Ok. je vais éliminer un concurrent, enfin, je vais éliminer un intermédiaire Tu vas et faire du venir, direct de Chine. ouais, je vais faire du direct de Chine. Donc, moi, j'avais pas peur de ça, en fait, clairement, parce que quand j'étais à l'hôtel, c'était vraiment là où j'ai commencé à beaucoup, beaucoup importer. Tu vois. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, en fait, très vite, je me rends compte d'une chose, c'est que, ouais, ok, t'as une boutique, mais c'est pas réparer d'iPhone, en fait. Il est là, il est là le problème, tu vois. Donc, je dis, ouais, ok, tu répares un PC, mais un iPhone, c'est encore un autre game, tu vois, t'es encore dans autre chose. Donc, je me dis, ok, bah, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je me mets derrière le comptoir du magasin. Je surélève le comptoir. Donc Je mets le deux concept écrans. du magasin, c'est de vendre des pièces de téléphone, notamment des écrans d'iPhone, et de réparer les iPhones. Mais tu te rends compte que tu sais pas réparer d'iPhone. C'est ça. Donc, Et tu t'es pas dit, au moment où tu montes le business, non. Tu t'es pas dit, je vais prendre quelqu'un. Non. non, T'as lancé en le fait, business. ouais, c'était dans la checklist. Je me suis dit, ouais, faudra quand même penser à, à savoir D'accord, ok. réparer, tu vois. Et du coup, en fait, le premier jour, je me suis dit, ouais, quand même, il y a un petit blème parce que je sais pas réparer un iPhone. Et tu as une première nana qui rentre dans le magasin.
Et en fait, iPhone comme je t'ai dit, cassé. j'avais surélevé le comptoir. J'avais mis deux écrans dans le comptoir. Donc les gens, en fait, ils me voyaient, mais ils ne voyaient pas que j'avais deux écrans dans le comptoir où moi, j'étais sur des tutos sur le web en train de voir comment il fallait réparer l'iPhone, tu vois. D'accord. Donc j'étais sur YouTube et en même temps, j'avais toutes les pièces. Et puis j'étais en train d'essayer de réparer. La nana, elle me dit, bon, je reviens dans 1 heure. Bah, t'es fou, 1 heure, c'est le temps d'assimilation, de checker si tout est OK, etc. Tu vois. Et attends, faut pas casser le premier écran, ni le deuxième. Ouais, c'est une merde à faire, ce Alors, truc. c'était une galère, tu vois. Mais du coup, ce qui s'est passé, et ce qui m'a sauvé, en fait, c'est que je me suis dit, OK, comment tu vas faire le truc? Et on était en plein mois de septembre, keynote de Apple. Et en fait, il y a un truc qui m'a fait tilter, c'est que les mecs, tu vois, quand ils sont en mode keynote, c'est-à-dire qu'ils présentent un produit et tout, ils vont vraiment surévaluer la capacité du produit qu'il est en train de te montrer. Ils vont le brander à mort pour justement te donner l'envie d'acheter. Ben, c'est un peu le truc. Et en même temps, Hmm. il y a un parterre finalement de journalistes. Et l'objectif, c'est bien entendu de te faire mousser tout ça. Hmm. Et je me suis dit, mais comment moi, dans mon business, je vais faire mousser finalement le fait que je suis le meilleur réparateur alors que je connais Walou? Tu te Qu'est-ce que mets je fais? tu te mets à creuser le marketing, quoi. En gros, tu te mets à C'est découvrir le ça. marketing. Et là, je fais vraiment du marketing en mode quand même customer centric, tu vois, avec vraiment Mhm. le client au milieu. Et je me dis, c'est quoi le besoin du client? Le besoin du client, c'est que son téléphone soit réparé, qu'il soit content, qu'il ne revienne pas dans 6 mois avec son téléphone complètement éclaté ou avec finalement un effet de bord suite à la réparation. Là, je mets une blouse, j'achète une blouse, en mode infirmier. Et en fait, là, ce jour-là, donc la nana, elle me dit comment ça se fait que dans 1 heure, mon téléphone sera toujours pas réparé? Avec insolence, toujours. Je lui dis non, mais attends, vous n'êtes pas chez des gugus, là. Nous, on est des professionnels. Nous, il nous faut minimum 24 heures pour auditer le téléphone et voir que tout est OK, en fait. OK. Tu vois, elle est OK, elle est OK avec ça. Elle me dit ah, d'accord, c'est super, vous me rassurez et tout. Donc là, ouf, tu vois, premier téléphone réparé, tu vois, mais nickel et tout. Et la semaine suivante, donc j'ai eu des casseroles, hein, forcément, parce qu'à un moment donné, tu ne veux pas réparer un téléphone, n'est pas cassé, c'est pas possible, tu vois. Ouais. Donc je casse le premier, le deuxième, le troisième, ça me coûte des ronds, je rachète des téléphones, cash, tu vois. Je dis, ah, pas de souci, on vous rembourse, tu vois. L'objectif, c'était zéro avis négatif, tu vois. Et à un moment donné, tu vois, ma femme, elle me dit, mais arrête de te fracasser le cerveau, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, tu vois. Donc je vais sur le bon coin, j'achète un lot de téléphones cassés, et là, pendant un mois, je suis au charbon en train de réparer des téléphones, et tous les téléphones qui arrivent au magasin, je les envoie chez un collègue, où je perds de l'argent, hein. C'est-à-dire, il y a zéro rentrée. Là, le chiffre d'affaires du magasin, il est à -10, tu vois. Il n'est pas à 10, il est à Ok. -10. Au bout d'un mois, là, je me fracasse vraiment le cerveau à comprendre. Et je suis tombé quand même sur un pote qui, lui, avait un magasin de téléphonie à Bastia, qui m'a vraiment aidé pour le coup. Et au bout d'un mois, il me dit, c'est bon, t'es un killer. Ça y est. iPhone 5S, 5C, 6 minutes. Tu es là, ok. Tu changeais l'écran, quoi. Ouais. Matin à l'hôtel, après-midi au magasin. Et ma femme, le matin au magasin, après-midi à l'hôtel. Tu vois. Et comme ça, on était tranquille, on se voyait pas, c'était cool, on avait des trucs à se raconter le soir. Et Et ça va quasiment, marcher. Du coup, tu vas positionner la boutique sur Google, etc. Pareil, tu vas réussir à attirer du trafic. même délire. Et en fait, je me rends compte que le cash, il n'est pas dans réparer des téléphones parce que la chose que j'avais oubliée, C'est c'est du qu'il y a temps. que, ouais, il y a ça, mais il y a que 30 000 habitants à Bastia. Il y avait Hmm. déjà 10 réparateurs, tu vois, Ah qui oui, faisaient moins d'accord. cher que moi, tu vois. Et même si moi j'étais docteur Raoul du téléphone, c'était pas possible en fait, tu vois. C'était Ouais. et du coup, je me dis bon, ok, bah, il y a un truc à faire. Il va falloir que je revende tout ce que j'ai parce que moi j'avais surstocké à mort sur internet et surtout que je revende à ces mecs-là. Et du coup, j'ai commencé à faire du semi-gros, à vendre des téléphones par lot de 10 directement à l'ensemble de ces boutiques-là. J'ai pris un petit jeune, un apprenti où je l'ai appris à réparer. Ça, c'était pour garder finalement la base, L'activité. l'activité de la boutique. Et il me donne une idée, il me dit, écoute, il y a des mecs, ils veulent des coques personnalisées. Comment ça, what the fuck, c'est quoi les coques personnalisées? Donc je regarde et je vois que des Chinois, ils font des coques en silicone personnalisables, entièrement. Tu prends une machine, sur ton PC, tu as un logiciel, tu balances et puis derrière, ça te permet d'avoir le design que tu veux sur ta coque. Hmm. Ok, et on fait ça.
on se casse la gueule, hein. Mais vraiment à perte. La machine, elle nous a coûté quand même quasiment 7000 Ah, balles. t'achètes la machine, tu sous-traites pas Ah en non, non, Chine. j'achète la machine et je voulais sous-traiter à l'ensemble des boutiques, tu vois. Moi, j'étais déjà à Vision Ah, Jeff Bezos, tu vois. tu voulais acheter le truc et faire que tout le monde vende des coques personnalisées, mais que tout le monde doit t'acheter C'est chez toi. exactement ça. Et du coup, je reçois la machine, Ça coûte 3 combien cette mois, merde? 2 coques à 20 balles. Je me dis, putain, merde, ok, je me suis gouré. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, je commençais à être un peu plus présent sur Facebook et je rencontre du coup la communauté Amazon. Tu vois. La communauté Amazon, en fait, c'est des mecs qui Donc vendaient sur les gens Amazon. qui vendent sur Amazon, pas Ouais, la gens, les communauté. vendeurs sur Amazon, ouais, pas les acheteurs. Et du coup, je vois qu'en fait, moi, j'ai la possibilité de vendre tout ce que je veux sur Amazon. Je dis, waouh, c'est un truc de ouf, tu vois. Et du coup, je commence, j'ai passé mais quasiment 2 semaines avec C'est mon marrant, j'aurais apprenti. cru que tu aurais lancé un e-commerce avant de lancer sur Amazon. T'as commencé par Amazon, du coup. Ouais, alors je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, les 3 quarts des mecs qui faisaient un e-commerce sur de la vente de pièces détachées, au vu en fait finalement de mon positionnement, parce que moi j'étais en Corse, envoyer un colissimo en Corse, ça te coûte un bras. C'est quasiment le prix du truc, du Chronopost. Donc c'était pas rentable en fait. Envoyer une coque à 5 balles et toi tu payes 10 balles de Chronopost, c'est pas possible. Donc du coup, je me suis dit, écoute, il faut que tu trouves un moyen de délocaliser le stock. Amazon. Royal. J'envoie tout chez Amazon, on étiquette, on imprime les étiquettes, on envoie en Amazon FBA. Donc là, ok, c'est cool, tout se passe bien. Donc tu commences à Ah, vendre tes pièces détachées ou les coques personnalisables. non, je vends que uniquement les pièces détachées, les accessoires. Coque personnalisable, c'était pas encore, il n'y avait pas encore le handmade de coque, tu vois, c'était pas Donc possible. à ce moment-là, t'achètes sur Alibaba en gros, tu fais arriver en Corse et tu mets chez Amazon FBA et tu vends un peu Exactement, tout ce qui est en téléphonie. Ok. c'est ça. Et Et en ça, fait, du coup, là, tu gagnes de l'argent avec ça là, je à ce gagne de la moment-là. thune, on rentabilise la boutique à mort. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Amazon nous a flingué en termes de frais de stockage. Parce que nous, on a cru que c'était Alibaba, Amazon, tu vois. On a envoyé, T'as mais envoyé non, tout en tu vois, surstock et puis à un moment donné, il a fallu payer les mètres carrés, les mètres cubes. c'était ça, quoi, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que j'avais des références exotiques. J'avais le 3310 avec le Solid Snake, tu vois, dessus. Et moi, j'essayais de refourguer ça sur Amazon, alors que non. Donc, du coup, loi de Pareto, je commence à renvoyer. Déjà, j'envoie la destruction, mais alors ça m'a fait mal au cœur. J'ai envoyé quasiment 40% du stock à l'époque en destruction, tu vois. Parce que ça me coûtait plus cher, en fait, que de les vendre, tu vois. C'est pas possible. Et je me focalise sur les références qui marchent. Donc là, Et toutes tes références un peu exotiques que tu avais achetées en te disant il faut ça, on c'est sait ça. jamais, s'il y a genre random qui rentre dans la boutique, Exactement. ouais, tu voulais tout avoir et donc finis par détruire ton stock Ouais. carrément. J'ai détruit le stock parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça te coûte des ronds de ramener, Ah, de le réexpédier stock chez toi. d'Amazon à chez toi. Voilà. Et en plus de ça, ouais, toi, ce qui va se passer, c'est que clairement, si tu envoies pas en destruction ton stock et que tu vas te reprendre encore finalement les frais de stockage, là, c'est bon, t'es fini, hein. Ferme Il la n'y a plus de boutique, marge, merci, ouais. au revoir. Hmm. Ce que j'ai fait, j'ai regardé toutes les références. Je commençais à vraiment avoir très peu de références sur Amazon, mais uniquement des trucs qui fonctionnaient. Hmm. Et là, en fait, mon grossiste chinois, il me dit, écoute, Abdel, j'ai un super truc, si tu veux. J'ai un mec, il est dans, bon, il est grosso modo dans un sous-traitant des grosses boîtes de téléphonie, Samsung, Huawei et compagnie, tu vois, qui centralisait finalement la création de pièces détachées. Et il me dit, je peux avoir toutes les vitres en verre trempé des modèles qui vont sortir. J'étais dans le turfu, moi. Il me dit ça, ok, combien pour le dernier iPhone, tu vois. iPhone 7 était sur Amazon en Keynote septembre, il sort en magasin octobre, fin octobre, tu vois. Et toi, ton listing Amazon était déjà Et moi, fait, mon c'est ça? listing Amazon, avec une dizaine de commentaires au mois d'août, il était déjà en ligne, tu vois. avec, tu vois, avec le juste, on avait déjà vu la vitre en verre trempé parce que lui, il lui envoyait les gabarits, il faisait faire les vitres en verre trempé. Et en fait, quand on arrivait, quand le téléphone sortait en magasin, on avait déjà la vitre en verre trempé sur Amazon, tu vois. Donc, on Hmm. avait bypassé Spygen et des grosses boîtes qui, au final, après, nous ont matraqué. C'était ça la fin de l'histoire. Hmm. Mais au final, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai gagné de l'argent à ce niveau-là, comme ça, parce que j'étais le premier, en fait, sur Amazon. Il n'y avait personne. Je mettais mon petit commentaire, je posais ça sur un espèce de petit chevalet, tu vois, et je marquais, ouais, super vitre en verre trempé, elle a l'air d'être résistante, on espère que le téléphone, du coup, sera vraiment nickel. Et du coup, j'ai essayé de faire passer mes commentaires comme ça, donc ça, c'était assez cool.
Et ce qui s'est passé, c'est que la fin de la fête au village a sonné au bout de 2 ans, où là, en fait, mon fournisseur, il me dit, j'arrête de bosser avec toi, c'est pas possible. Il y a un mec, il a mis un gros billet. Il m'a dit clairement 2 solutions. Soit tu viens en Chine, et puis on négo, tu vois. Et puis moi, je dis non, jamais je vais pas venir en Chine, t'es fou. Tu vois, et il me dit, soit c'est fini, en fait, c'est mort. Et en Un même temps, gros concurrent qui cherchait une exclusivité, quoi, c'est ça? c'est ça, il y avait ça, et puis il m'avait C'était déjà attaqué. combien de chiffre d'affaires à l'époque ça générait ça? Là, on faisait du 25, entre 25, alors, pour les plus gros mois, on a fait jusqu'à 36 par mois. 36 000 € Voilà. de chiffre d'affaires Ouais. par mois. Je te, Ouais, je ça te donne, commence déjà à être je te une belle donne activité. je te Et en donne termes de sur des marge, références c'était Samsung. beaucoup plus intéressant, j'imagine, Ouais, que. en termes de références sur les Samsung, par exemple, je faisais du 50-60 unités jour. Ah oui. Ça débitait, tu vois. Et puis en fait, c'était assez impressionnant parce que les gens étaient en demande et puis toi, tu passais ton temps que sur le SAV Amazon, en fait. C'est-à-dire Ouais. la Et boutique, on c'est avait marrant parce que du zappé. coup, Amazon, tu utilises quasiment pas ou très peu toutes tes compétences que tu as appris en SEO. Si? Euh, Ah si? ben si, parce que pour le coup, il a fallu faire ranker les fiches produits. J'ai découvert ce que c'était le SEO sur Amazon qui se rapproche très fortement du SEO de Google. Mais ce qui a été marrant finalement sur Amazon, c'était la manière dont l'insolence que tu as à ranker assez rapidement quand tu as optimisé ta fiche produit. Et ça m'a servi après, tu vois. Et du coup, la fin de la partie, c'est quand j'ai commencé à recevoir mes premiers cas de garantie A à Z. Garantie A à Z, c'est grosso modo quand le client se plaint à Amazon et dit, ben voilà, moi je vais être remboursé, c'est pas le bon produit. Et en fait, sur Amazon, sur une plage de 60 jours, tu as ce qu'on appelle l'ODR. Donc, c'est ton taux de commande défectueuse, l'order defective rate. Ton taux de commande défectueuse doit pas Tu ne dois pas dépasser. dépasser. Ouais. Et en fait, moi, c'était abusé, tu vois, ils m'ont shooté le compte. Et en plus de ça, derrière, j'ai eu j'ai eu une plainte pour, en fait, c'était pas de la contrefaçon, tu vois, parce qu'en somme, nous, les produits n'existaient pas à la base. Donc finalement, on les a un peu créés et vendus sur Internet. Mais c'est que eux, derrière, dès qu'ils ont vu que nous, on arrivait en plein mois d'octobre avec 60 commentaires et le produit, il se vendait à 150-200 unités jour sur des grosses références. Ils se sont dit non, il faut les shooter, c'est pas possible. Donc on s'est fait dégager. Moi, j'ai stoppé Amazon à ce moment-là. J'ai voulu le reprendre différemment, tu vois, en me disant il va falloir que je crée une marque, etc. Ouais, donc il y avait un peu ce côté black hat quand même. C'est-à-dire, tu faisais les trucs dans les règles, mais en même temps, tu jouais un peu avec les règles. Oh, oui, clairement. Ah oui, oui, non, mais moi j'étais OK. Amazon, c'est la loi? Non, OK, bah, on fait. Tu vois, Ouais. il fallait bypasser le truc. Et ce qui a été intéressant, ça a été vraiment ce moment-là, je découvre le dropshipping. Tu vois. Je découvre le dropshipping et je découvre un mec qui s'appelle Frédéric Zibet, le poteau qu'on salue. Et lui, ça a été le game changer en fait. 2018 à peu près là? Non, c'était avant. Déjà, c'était entre milieu 2016, même un peu avant, mais avant, je le connaissais par le biais, je le voyais en fait parler sur des forums de SEO, mais il s'appelait Investir en slip. Et j'avais pas fait le rapprochement avec mon salaire en slip plus tard, tu vois, c'est lui qui me l'avait dit. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le mec il me présente un business model, tu vois, et en mode, tu crées une boutique. Et puis, tu as juste à la faire ranker sur Google et t'as plus de stock. Et moi, c'était ma principale problématique, le Ouais, stock, tu vois. Tu vois. c'est un rêve pour toi quand tu découvres ça du coup. Je dis, c'est open bar, en fait. Je dis, c'est bon, j'ai 50 boutiques, je mets des malgaches partout et puis on scale, tu vois. Et du coup, en fait, je me suis lancé assez rapidement sur ce business model et je voyais un peu, c'était assez marrant parce que c'était le seul qui parlait finalement de la vision Google et tous les autres que je voyais sur Internet. J'étais assez addict à voir un peu ce qui se passait sur Internet, parler de Facebook Ads. Tu vois. Et il disait à l'époque, tu sais, c'était la stratégie 5 euros, du testing, tu vois, faites au village, puis les gens achètent, tu vois. Et moi, par rapport finalement à toute mon expérience commerce que j'avais, j'ai transposé ça à l'e-commerce, mais je me suis rendu compte, j'ai dit, mais c'est à quel moment que vous mettez le client, en fait, au milieu de la table, tu vois, et vous lui dites, c'est quoi ton besoin, en fait. Non, là, on te refourgue un produit. T'es content, t'es pas content, c'est pas grave. Il met 60 jours à venir de Chine.
Le truc, c'est un paquet jaune avec 50 rouleaux de scotch, 50 Retour. coups de scotch, tu vois. Et tu as l'impression que tu as une bombe qui est arrivée, tu vois. Et tu te dis, waouh, ah ouais, tu n'as même pas pensé à ton produit, tu vois. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, je commence ma vision niche, tu vois, et je me lance dans le secteur de la pêche, tu vois. Je me lance dans le secteur de la pêche et je commence à faire une petite boutique en parallèle. Et ce qui s'est passé, c'est que je rencontre un mec qui, lui, était accro de Facebook Ads. Tu vois. Il s'appelle Arthur Rivière. Et, euh, et du coup, avec Arthur, en fait, on lance notre première boutique dropshipping en mode, c'est-à-dire drop finalement de Chine, mais avec une vision un peu plus quali, tu vois. On était là, on commençait à, tu vois, moi, je le faisais halluciner parce que j'appelais les clients, en fait. Je dis, mais qu'est-ce que tu Mhm. fais? J'appelle les clients, mec. Attends, il a abandonné le panier. Toi, t'étais habitué, quoi, avec une boutique Ah physique, avec oui, l'hôtel, avec la moi, boutique à je vendre. lui ai apporté tout le savoir-faire commerce et le management. Et avec cette boutique-là, on est arrivé à 160K. Et on Par rigole mois. parce que, ouais, non, on était sur 6 mois, on est arrivé à Mhm. 160K. Et on se calait. C'était assez facile, hein, franchement, le truc, était open Surtout bar, en tu vois. 2017, Ouais. c'était open Et bar. on vendait que des accessoires de pêche. Donc, tu vois, vraiment le truc à 5-6 balles, tu vois. Et donc là, déjà à ce moment-là, du coup, comme tu avais déjà des contacts à l'époque avec la Chine, tu as un bon fournisseur, tu essaies de faire les choses bien, etc. quand même. Ouais, alors, en plus de ça, au niveau SAV, royal. C'est-à-dire que nous, on avait hacké tout ce qu'on pouvait hacker, tu vois. Les avis Google, le Ok. positionnement, les petits blogueurs qui parlaient à l'époque, c'était Génération L'Heure et compagnie, qui parlaient de nous. Moi, quand je les appelais, en fait, les mecs, ils tremblaient parce qu'ils se disaient, putain, le mec, il a tellement d'assurance au téléphone que c'est pas possible qu'il fasse du drop, en fait. Tu vois, il n'y avait pas une D'accord, corrélation donc tu entre les deux, as tu vois. transposé un peu cette confiance slash impertinence que tu C'est avais ça. en appelant effectivement des gens du web qui n'ont pas forcément l'habitude d'être appelés, en disant ouais voilà, moi, je veux un article sur votre truc, j'ai un machin. Ouais, et puis surtout, j'étais toujours parce que pour moi, en fait, c'était évident dans le sens où ma vision à moi du drop et jusqu'à maintenant, c'est celle-là, c'est le win-win, tu vois. Et j'étais là, je me suis dit, ben, ouais, vous êtes gagnant dans le sens où on va vous apporter aussi de la visibilité et potentiellement dans nos newsletters, on peut parler de vous. Et puis demain, si vous êtes amené à mettre d'autres articles sur votre site internet, on en parlera. La sauce a pris assez rapidement. Et ce qui a été intéressant, c'est que je me suis rendu compte de la puissance de Facebook Ads. Tu vois. Ok. Et je Que me tu suis dit, découvrais du coup à l'époque. moi, il y a un truc à faire en fait avec le SEO. Les deux, ils doivent marcher ensemble en fait, tu vois. Et je me suis dit, il faut que Google Ads, le SEO et Facebook Ads, ils marchent ensemble, tu vois. Parce que finalement, on s'en fout d'où provient le client. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? Ce qui nous intéresse, c'est son besoin, comment on y répond et quelle valeur ajoutée on va apporter à la réponse. Hmm. Et du coup, on switch. Donc, ce qui se passe, c'est que Arthur, il me dit, écoute, franchement, il y a des mecs qui me demandent du SEO à gogo, tu peux pas faire quelque chose, je commence à faire des petits coachings à droite, à gauche, etc. Et là, à ce moment-là, euh, on arrête l'hôtel avec ma compagne parce qu'elle tombe enceinte, tu vois. Et moi, je ne pouvais plus, tu vois. Il y avait la boutique à gérer, il y avait le dropshipping, il y avait À cette l'hôtel. époque-là, tu as lâché ton local? Ouais, j'ai lâché mon local. Et surtout, en fait, ce qui a précipité le fait que je lâche mon local, c'est que l'apprenti, il s'est trouvé une nana à Paris, il se dit, bon, je me barre, je lui dis, ok, c'est bon, si j'arrête, je me mets full web, tu vois, mais vraiment full Hmm. web. Et ce qui s'est passé, donc j'avais encore des trucs qui vivotaient, mais c'était que avec finalement les deals que j'avais avec les différents magasins à Bastia. Amazon en avait stoppé pour un moment, et on se disait, on focus uniquement sur l'hôtel, plus le dropshipping, ça va, c'est cool, et en même temps, ça fait le job. À côté de ça, moi, je commençais à découvrir vraiment le milieu SEO encore plus et je Hmm. commençais à créer des petits. J'avais vraiment totalement délégué ça parce que je savais pas faire. Je créais vraiment des petits sites de niche, tu vois, mais en mode blog, tu vois. Hmm. Et on me disait, ça, c'est ton patrimoine sur Internet, tu verras, tu en auras besoin. Ok, on me dit ça, je suis bête et discipliné, je fais, tu vois. Ok. Donc, je fais mon petit réseau dans l'hôtellerie parce que c'est ce que je connaissais, tu vois. Et à ce moment-là, je dis à ma compagne, faut qu'on switch en fait. Il faut vraiment qu'on switch parce que là, c'est bon. On est arrivé à la step où la seule chose qui nous reste à faire, c'est d'être proprio de l'hôtel. Et à ce moment-là, on choisit ce qu'on a envie de faire. Moi, potentiellement, ce que j'avais envie, c'était de voyager, tu vois.
Et je dis à ma compagne, Ah, on était entrepreneur gérant, là, il faut devenir des vrais boss, quoi. c'est ça. Et je dis à ma compagne, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, écoute, je suis enceinte. Ok. Ah, c'était pas dans, tu vois, c'était pas C'était dans le pas dans les tableau, plans. tu vois. Ah, c'était pas dans les bails. Ah non, pas du tout, quoi. Et je dis, ok, ben ouais, on propose un rachat de l'hôtel, si ça fonctionne pas, on se barre. Et elle me dit, ok, donc on part sur ça, la banque nous suit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le propriétaire de l'hôtel, il me dit, non, non, mais moi, mon fils, il est en fin de carrière, ça y est, là, il a 38 balais, c'est mort, il n'y a plus aucun club qui veut de lui, c'est bon, stop, tu vois. Il peut pas être entraîneur parce qu'en fait, les clubs corses, finalement, n'étaient plus en Ligue 1, tu vois. Magouille de mafia, etc. chez eux, bref. Et il me dit, je récupère mon hôtel, et puis de toute façon, je ne vendrai jamais un rebeu. Moi, je lui dis, ok, good, mec, c'est cool, en fait. Je suis aligné avec ça, tu vois, il n'y a aucun problème. T'as passé la step, c'est bon. Et du coup, ce que je fais, c'est que je dis, j'arrive sur Montpellier, je dis à ma frangine, du coup, je débarque à Montpellier, je reviens dans la zone, quoi. Et j'arrive à Montpellier avec ma femme, on se trouve un petit appart rapido, et puis on se dit, ah, quand même, putain, on aurait dû acheter, quoi. Tu vois. On aurait dû acheter. En fait, et de là, il y a un mec qui me contacte sur Mais LinkedIn. t'as un peu de cash à l'époque, quand même. Ouais, Vous ouais, avez stocké c'est un ça. peu. Et il y a un mec sur LinkedIn qui me contacte, qui me dit, écoute, moi j'ai un poste si tu veux, chez Orchestra, et t'es clairement le mec qu'il me faut, donc est-ce que ça te dit? Et je dis à ma femme, putain, salarié? Non, C'est quoi c'est pas comme possible, job? tu vois. Et le job, en fait, c'était de gérer des projets chez Orchestra et grosso modo chapeauter toute la partie SEO. Raconte-nous un peu ce que fait Orchestra pour tous ceux qui nous écoutent. Alors, Orchestra, en fait, ce qu'on fait, c'est on a un réseau de magasins. Donc, au total, c'est un peu plus de 450 magasins. En termes de chiffre d'affaires, c'est 430 millions d'euros à l'année. Sur la France, c'est 300 magasins. Ils vendent des accessoires pour enfants, donc textiles, de 0 à 14 ans, et de la puériculture. Donc, de la poussette, du thé d'oreiller, euh, des biberons, tout ce que tu veux pour ton gosse, on l'a. En Et mode ils ont une grosse partie online. et ils ont une grosse partie online avec une grosse présence sur Internet, donc que ce soit sur le Maroc, sur l'Espagne, sur la France, la Belgique dans les deux langues, la Grèce et la Suisse. Et même au Kazakhstan, pour te dire. Donc, Hmm. et du coup, ils me disent, on a besoin d'un mec qui sait gérer le SEO. On bosse sur un truc qui s'appelle Salesforce. Je sais pas ce que c'était. J'étais un peu, tu vois, Salesforce, ah ouais, c'est pas WordPress, tu vois, c'est pas Magento, c'est encore au-dessus, tu vois. Je me dis, bon, ok, Je savais même pas ouais, qu'on pouvait faire une base de front avec Salesforce. Non, c'est le back qui est ouais. avec Salesforce, non? Le Non, front. le front alors le front, c'est un CMS qui s'appelle Salesforce Commerce Cloud et le Ah ouais, back, putain. Ah, je tu savais pas, tu vois. l'utilises, ça s'appelle Marketing Cloud. C'est uniquement pour le marketing. Et ils me disent, ouais, écoute, c'est une solution, ça coûte 1 million par an, ça en fait le job, tu vois, le mec, ok, ok. Ça faut que. Et donc là, tu rentres dans le monde de Ah non, je rentre l'e-commerce à pas comme grande ça. échelle. Non, non, je rentre pas comme ça. Et il me dit, par contre, moi, t'as clairement un parcours d'entrepreneur. Ce que je veux, c'est ta vision d'entrepreneur. Montre-moi ce que tu pourrais faire en SEO chez nous. Il me dit, fais-moi un audit du site. Ok, je fais un audit. Je prends la semaine pour faire l'audit. Et ce que je savais pas, en fait, c'est que j'avais quasiment un des kings du SEO qui était passé vers moi une semaine, enfin quasiment un mois avant, pardon, qui avait fait un audit du site. Hmm. Et le gars, il compare les deux audits. Il m'appelle, il me dit, tu commences mercredi. Je dis, ok, good. Tu vois. Et de là, c'est T'avais jamais parti. appris à faire des audits avant? Non, si, j'avais appris à faire des audits, mais c'était des audits de petits WooCommerce, de PrestaShop, des petits sites vitrines. Que t'as appris en autodidacte, quoi. Ouais, c'était des trucs où tu as 500 pages, tu vois. Là, c'était 60 000 pages. C'était pareil, quoi, tu vois. Et puis, profondeur de catalogue de plus de 8 niveaux, des produits dans tous les sens, tu vois, tu vois. Et puis surtout multilingue, tu vois. Ouais, c'est un autre Tu level vois. d'e-commerce. C'est un autre level, tu vois. Je veux dire, il fallait à la fois regarder si les produits en Grèce, ils étaient pareils en France, des, euh, Des trouver équivalents. des équivalents. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je rentre chez Orchestra et là, il me dit, écoute, on a X bugs, on a un peu plus de 200 bugs dans la plateforme, il faut que tu remettes tout ça à plat et ensuite on commence à faire du SEO. Je suis OK, c'est good. Donc le challenge, il m'a Ça fait plu. combien de temps maintenant que t'es rentré chez Orchestra? Ça fait 2 ans et demi, hein. Ça fait 2 ans et demi que je suis chez Orchestra et Et pourquoi repasser salarié alors du coup? Pourquoi prendre ce salariat et
toi qui as toujours été très indépendant dans tout ce que tu as développé et qui s'est battu pour cette indépendance. Bah, en fait, il y a eu Euh, deux choses. Il y a eu la confiance du directeur digital de l'époque qui m'a dit je te laisse carte blanche et puis tu peux continuer à faire ton biz à côté, ça me dérange pas du tout. Moi, c'est parce que moi, la condition sine qua non, c'est OK, je passe sur Orchestra, mais à côté, moi, je veux mon bis, quoi, tu vois, je veux dire, voilà, je suis pas là pour le salaire à la fin du mois, tu vois, je suis là pour avoir de l'expérience, pour connaître des choses en termes d'e-commerce qui seraient à un niveau XXL que je ne connaîtrais pas, oui, inaccessible. ouais, inaccessible. Et là, clairement, tu me donnes cette chance-là. Donc, moi, j'ai sauté sur l'occasion, un peu comme je l'avais fait avec Jean Casino. Et ce qui s'est passé, c'est que la période où en fait j'ai commencé, je côtoyais beaucoup le traffic manager de l'époque. Et de là, j'ai vu un peu toute la vision un peu que j'avais déjà au départ Facebook Ads, Google Ads en mode XXL. En mode, on dépense 400K par mois Ouais, en ads. on dépense des tonnes et c'est Tu vois, dangereux. et là, ça m'a encore finalement ouvert l'esprit sur pas mal de choses. J'ai vu des outils que j'aurais pu jamais voir, tu vois, des outils d'heat mapping comme Content Square, des outils de gestion ou d'attribution carrément de conversion comme Easance, ça s'appelle Easance Masbury, c'est une boîte qui te permet grosso modo de savoir d'où vient ton trafic et qui convertit. Et ce qui se Bref, passe tu te mets du jour au lendemain à jouer avec des vrais professionnels de avec ouais, l'e-commerce, là, je suis dans avec le game. des vrais outils et un game de malade, quoi. Là, je suis dans le game, en parallèle, bah, à fond, du coup, sur le web. Et je Donc rencontre. toujours les dropshipping qui tournent à côté, le site avec Arthur. Ouais, non, après Arthur, il avait arrêté avec moi, il a décidé de monter son agence. Donc, ça a été rapidement, justement, comme je te disais tout à l'heure, je faisais des coachings. Donc, il me dit, bah, vas-y, monte un truc. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je mets une petite équipe en place. Ça, c'est vraiment mon côté management où j'arrive très rapidement, même en mode bootstrap, en mode avec 1 euro, on arrive à en faire 5, tu vois. Et Mhm. je mets une petite équipe en place qui, eux, vont finalement répondre aux leads. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais du coaching. Donc, tous les week-ends, je me Ok. faisais mes coachings. Entre-temps, on achète notre baraque avec ma compagne. Et ce qui se passe, c'est que là, je rencontre mon assos, je rencontre Jawed et je lui dis, et Jawed, il avait commencé un outil qui s'appelait Seller Pulse, tu vois. Et lui, il faisait en mode Amazon, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il scrapait tous les jours la vente des produits sur Amazon. Tu vois. Et je lui dis, waouh, putain, c'est un truc de ouf, ton truc, là. Mais viens, on fait ça pour les dropshippers, en fait. Il est là, le truc. Il me dit, putain, son problème, en fait, c'est qu'il n'avait pas beaucoup de clients, en fait. Tu vois. Il me disait, moi, j'ai Jungle Scout, c'est le big boss Mhm. Dans le dans la sourcing. niche, tu vois. Et il me dit, moi, je peux pas, en fait, j'ai pas le budget marketing pour aller chercher le Jungle Scout. Je dis, mais en fait, ton positionnement, il est pas là. Ton positionnement, c'est faire du dropshipping. J'y viens, on fait du dropshipping, on contacte tous les gugus qui font du dropshipping. Et je rencontre, à l'époque, tu avais Sébastien Cerise, tu avais, Mhm. il y avait qui d'autre? Il y Bah, avait, Sébastien ouais, Cerise, c'était 80% du marché. ouais, c'était 80% des trucs, tu vois. Et c'était, C'est- ouais, c'était lui. Il y avait Et Seb et puis il y avait tous les descendants de Seb c'est derrière, ça. en gros, hein. C'est un peu ça. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à avoir pas mal de retours de la communauté. Et moi, ça m'aide vachement, finalement, dans mon business au quotidien, parce qu'en fait, je voyais ce qui se passait en termes, finalement, d'e-commerce, mais à l'échelle d'AliExpress. Et je me disais, OK, ben, en SEO, je voyais tous les mecs qui faisaient du Facebook Ads. Je me disais, OK, bah, tiens, ce produit est intéressant. OK, je fais ça. Ce produit est Et tu intéressant. faisais OK, je du fais ça. SEO avec ça. Et je faisais en parallèle du SEO, ouais. Mais toujours avec cette logique de, OK, ça, c'est un winner. Ça, c'est un produit qui potentiellement sur Facebook Ads pourrait marcher parce qu'il y a la bonne vidéo, il y a finalement le bon enchaînement de mise en situation de la vidéo qui fait on va déclencher des choses et on va faire en sorte que tu convertisses sur Facebook Ads. Et moi, j'étais à la vision inverse, c'était, OK, le mec, il arrive de Google. Est-ce qu'il va acheter finalement une petite peluche qui est là, qui tremble des deux côtés et qui est en train de gueuler dans tous les sens? C'est un peu compliqué quand même, tu vois. Ou est-ce qu'il va acheter un collier anti-aboiement, tu vois, avec un cerceau à LED, tu vois. Un peu compliqué, tu vois. Donc j'étais là, je me triturais le cerveau à comprendre comment j'allais positionner ça. Et ça a été vraiment intéressant parce que en faisant du coaching, j'ai découvert beaucoup de business. J'ai découvert des mecs qui faisaient de l'abonnement, qu'on a vu. J'ai découvert des mecs qui faisaient du business uniquement sur Etsy et tout ça en mode dropshipper, tu vois.
Et tout ça m'a permis finalement d'enchaîner les boutiques. En parallèle de l'agence, ce que j'ai fait, c'est qu'on a commencé à créer un petit réseau de sites pour se constituer un patrimoine, tu vois. Donc moi, je le faisais en mode artisanal. Et puis après, mes consultants, ils l'ont fait plus en mode industriel. Et puis maintenant, on en est là, quoi. Et c'est ça qui est Et il cool. y a pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts. Du coup, tu t'es spécifié, tu es devenu de plus en plus connu dans le milieu e-commerce. Aujourd'hui, tu participes quasiment à toutes les conférences qui existent en francophonie. Tu traînes avec les gens qui sont le plus doués, le plus pointus, les gens qui ont le plus de nombre de sites. Et tu es devenu un peu une référence dans le domaine. Et par contre, aujourd'hui encore, il y a des projets que tu ne développes pas à fond parce que tu as encore cette casquette de salarié. Bah, je me suis dit Euh, justement, Raconte-nous un peu ça. c'était la vision de la semaine dernière où en fait j'étais là, on était en mode immobilier, tu vois, enfin on est toujours en mode immobilier avec ma compagne et je me suis dit écoute, Du faut coup, que parle-nous un peu de ce passage immobilier. Du coup, qu'est-ce bah, que tu cherches à faire? Pourquoi tu veux le faire? ce passage immobilier, on a un focus de se dire faut qu'on ait une dizaine d'apparts, tu vois, c'est l'objectif et il faut qu'on génère 4K en revenus passifs sur ces Sur les apparts-là. loyers? Voilà, sur les loyers. Et puis voilà. Et puis en plus, nous, bah, on a la casquette SEO. Donc positionner ça avec du trafic qui provient à la fois de location courte durée, type Airbnb ou autre, on pourrait le faire aussi via Google. Et du coup, c'est l'objectif. Donc on s'est dit, on a gardé toujours ce rêve de se recréer un peu notre mini hôtel en mode Riyad à Marrakech. Ok. Donc, on s'est dit avec ma compagne qu'on allait s'acheter quelque chose là-bas. Finalement, c'est ce qu'on a fait. On a acheté un petit terrain et on s'est dit, bon, on le lèche en jachère et puis on attend de voir quand on aura du cash, comment on va pouvoir créer finalement ce Créer business. ce projet immobilier, Voilà. quoi. Hmm. Et puis, on Et a donc, du coup, toujours. en ce moment, tu investis en immobilier en France. Pourquoi investir dans l'immobilier? Pourquoi se diversifier? Comment Bah, ça t'est venu? parce que ce qui m'est venu, en fait, ça a été un peu une discussion avec Frédéric Zibet encore, où lui, il est dans les Alpes, enfin là, il est en Thaïlande, mais il a un À patrimoine dans les l'époque, il Alpes. vivait en bas de sa montagne. Ouais. C'est ça, il vivait en bas de sa montagne et puis il me disait j'ai des portos à la maison, ils sont en train de me faire la baraque et tout. Et je disais qu'est-ce que tu fous? Il me dit je fais de la loc et tout. Il me dit comme ça me fait un petit tapis et tout en termes de revenus. Je dis ouais, putain, c'est ce qu'il faut que je fasse, tu vois. Et du coup, moi j'avais déjà acheté mon petit terrain et là je me suis dit bah, il faut que je m'achète quelque chose en France. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté ma baraque en France. On s'est fait un kiff aussi, c'est qu'avec l'argent du web, on a acheté aussi un petit appart au bord de la mer, du coup, dans le nord du Maroc, tu vois. Et après, on a acheté notre premier bien qu'on a retapé. Et puis voilà, et on continue notre ascension. Et ce qu'on s'est dit avec ma femme, ne serait-ce que la semaine dernière, c'était OK, bah maintenant c'est bon. Là, je vais tout lâcher. Bah, c'était aussi grâce à toi, hein, parce que finalement, ça fait 4 mois ou 5 mois maintenant que j'ai rejoint ta tribu et qu'il y a des choses qui ont fait que finalement j'ai changé ma vision des choses. Ou pour moi, je voulais continuer un peu à être en mode à la cool, à la fois toucher le côté pro et continuer mes business en perso. Et je me suis dit, ben non, maintenant, il faut vraiment que que tu investisses dans toi. Et là, ce qui a été intéressant, c'est que j'ai trouvé un système en mode portage salarial où je peux continuer finalement mon business en mode full time sur mon business et arrêter finalement le côté salarié. Et puis finalement, je me suis dit que j'avais fait un peu le tour de la question et que c'était intéressant maintenant d'être en mode full entrepreneur. D'un, pour réaliser toujours mon rêve, c'était de voyager. Et de deux, pour me dire, bah, ça y est, on a trouvé la solution pour faire de l'immobilier en parallèle, why not, tu vois. Donc voilà, tu vois, le problème, c'est pas de générer du cash, c'était comment finalement tu déclares ça, tu mets ça comptablement parlant comme il faut, et surtout comment tu justifies à la banque que tu as le droit au prêt, en fait, tu Que vois, tu es c'est toujours. solide, quoi. Ouais, c'est Que tu as ça. une vraie solidité. Donc on y est arrivé. Ça fait un sacré parcours, un long parcours en quelques années. Tu as 35 piges aujourd'hui, tu disais 34 ans? Non, 33. 33. 33, pardon, je te Ouais. vieillis. À travers ces différentes expériences, que ce soit du salariat à la gestion d'un hôtel, d'une boutique, etc., euh,
c'est quoi les trois plus grosses galères que tu as vécues? Les trois trucs où tu t'es dit, peut-être rentrer chez ma mère et laisser tomber tout ça. Hmm, La première, un dimanche matin. J'avais les clés du magasin, je devais ouvrir le magasin et ce qui s'est passé, alors c'était pas le magasin, ma boutique de smartphone, encore ça aurait été cool. Euh, C'était en l'occurrence le Leader Price. Donc à Mhm. l'époque, c'était, pour rappel, pour donner des chiffres, c'était quand même 27 employés et un peu moins de 10 millions d'euros à l'année. Donc Leader Price Saint-Paul, un des plus gros de la région Languedoc-Roussillon. Et je me réveille pas. Alors, mais quand je te dis je me réveille pas, c'est je sors en boîte, complet, mais je rentre torché, tu vois. Et je me dis, écoute, c'est 5 heures du mat, vas-y, tu sais quoi, tu te mets devant le parking du magasin, j'appelle mon chef de sécu, je lui dis, écoute, tu me réveilles quand tu es là, et je te donne les clés, vous ouvrez, et puis moi, je vais dormir un petit peu. Et le problème, ce que j'avais zappé, c'est qu'il y a un camion de livraison qui vient se garer juste à côté de ma voiture. Le responsable de sécurité me voit pas. Et moi, j'avais oublié mon téléphone en mode silencieux. Et du coup, je me réveille avec la lueur du soleil, 8h30. Je regarde comme ça, et je vois, j'étais à 50 mètres du magasin, hein, mais planqué derrière un camion. Et je vois 20 mamies en mode starting block avec Des comment chariots. ça s'appelle, des chariots, tu vois, qui attendaient l'ouverture du magasin. Tous mes employés, tu vois. Et, euh, et heureusement, en fait, il n'y a personne qui a appelé ma hiérarchie à l'époque. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je me dis, putain de merde, waouh, tu vois, faut vraiment que tu assures. Donc, du coup, j'arrive, je déchire, moi, j'étais en mode chemise, beau gosse et tout. Je déchire ma chemise, je débarque devant le magasin, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, il m'arrive un truc de ouf, laisse tomber, je peux même pas t'en parler, quoi. Donc, et je rentre dans le magasin, on ouvre le magasin à l'arrache, on fait quand même le chiffre, ça, c'était cool. Et en fait, je reste dans le bureau et je me dis, putain, t'es vraiment un gland des fois quand même, tu vois, le genre de truc qui peut t'arriver. Donc ça, c'était une des grosses galères. Deuxième galère, deuxième grosse galère, ouais, c'était un truc assez... c'est pas vraiment une grosse galère, mais en fait, c'était assez impactant mentalement. Ouais. Euh, c'est un, c'est un jour, j'étais à l'hôtel en Corse et en fait, c'est à le service social comment ça s'appelle, de la ville qui m'appelle et qui me dit, on veut loger une famille chez vous. Je dis, ok, bah, vas-y, venez. Et donc, il m'envoie la famille, une résa, et je vois la famille et en fait, moi, j'étais là et mon réceptionniste, je lui dis, bon, moi, le dossier, il tarde un peu à se faire. Je lui dis, vas-y, donne-leur une chambre, c'est bon, on gérera plus tard. Et le mec, il me regarde comme ça. Et il me dit, j'ai perdu ma femme. Il me reste que mes deux gosses. J'ai dit, mais elle est où ta femme? Il me dit, bah, elle a cramé dans la baraque, en fait. Je dis, non, putain, tu vois. Et là, bam, une claque. Là, PLS. PLS. Je laisse la réceptionniste, tu vois. Je dis, vas-y, je te parle après. Et je me dis, mais en fait, la vie, elle tient à rien, en fait. Donc le Toi, type, tu es là, tu il y construis, avait eu un incendie dans la Ouais. maison et En fait, elle cuisinait au gaz et puis il y a un incendie dans la baraque, il y a eu un retour de flamme, elle a cramé entièrement. Et en fait, vu que c'était une charpente en bois, ça a tout cramé, le haut. Eux, ils étaient en bas, ils ont vite détalé, tu vois, et les pompiers sont arrivés et voilà, c'était fini en fait. L'histoire, elle était pliée. Et en fait, ben, quand dans ces cas-là, tu vois, ce qui se passe, c'est que comment ça s'appelle, t'as la cellule psychologique, t'as les pompiers qui débarquent, etc. Et puis après, à la sortie de l'hosto, une fois que tout est OK, bon, ils disent où est-ce que tu vas aller, tu vois. Et eux, en fait, ils n'avaient pas de famille, ils n'avaient rien. Le mec, il avait débarqué de Normandie on appelait ça un continental, c'était un mec qui venait, qui n'était pas de Corse, quoi, tu vois, qui n'était pas un insulaire. Je me suis dit, wow, putain, mec. Et en fait, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe du coup? Comment est-ce que tu vis ça, toi? ce mec-là, je lui paye 6 mois de loyer, en fait. Je lui paye 6 mois de loyer parce que je me suis dit, mais, bon, c'était compliqué un peu à essayer de justifier à la comptable, mais le problème, c'était pas ça, en fait. C'est que dans ses yeux, en fait, ce que j'ai vu, c'était un peu le même lueur de désespoir que j'avais eu dans le regard de ma mère quand elle était dépitée que mon daron, il fasse pas le job, tu vois. Je me Hmm. suis dit, il y a un facteur de similarité qui est quand même hyper important. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi? Qu'est-ce que tu peux faire à ce moment-là? Et qu'est-ce que tu peux faire? Ben, tu as des moyens, ok, utilise-les.
façon, c'est pas un problème, en fait. Le plus important, c'est que lui, il puisse se reconstruire, tu vois. Et ce mec-là, c'est devenu un super ami. Mais rien à voir, hein, tu vois. Jean-Bernard, là, il a 49 ans, tu vois. Ce mec-là, il est, tu vois, clairement pas de la même génération, rien à voir et tout. Et c'est juste qu'en fait, ce que je voulais, et c'est là où ça a été le déclic, et c'est maintenant le leitmotiv, c'était impacter. Je voulais absolument impacter ce mec-là et lui redonner le sens à la vie, tu vois. Et ça a été aussi un peu la décision que j'ai prise ces derniers temps, c'est de se dire, j'arrête le biz full-time en mode je fais du chiffre, je fais du chiffre, je fais du chiffre, et maintenant je fais ce qui me plaît, et c'est le plus important, en fait, tu vois. Et tu vois, c'est pour ça que je te parlais dans le club de la tribu de lecture rapide, de mind mapping, de championnat de France, aussi de cours que je donne à Paris. C'est pour impacter les gens, leur dire, ben, en fait, tu peux tout faire à partir du moment que tu es focus sur la chose, mais surtout qu'au cœur, au fond de toi, tu y crois et que tu as envie de le faire. Une fois que tu as l'envie, la motivation, mais surtout que tu as l'objectif, c'est bon, go. Tu vois. C'est le voilà. Troisième galère, pour la dernière, c'était c'était un truc assez marrant. On pourrait en faire 10 avec toi. Ouais, il y en a eu tellement, mais troisième galère, le jour de mon mariage, j'ai oublié le gâteau. J'ai oublié le gâteau en mode. Ça va, c'est des galères marrantes. Ouais. Non, mais attends, mais. Bah, la deuxième était pas vraiment. Ouais, la deuxième chaude, mais le gâteau, pour donner un peu de sourire aux gens, c'était on arrive quasiment à la fin et le DJ il me dit ouais bah la chanson pour le gâteau et tout, c'est à quel moment? T'as oublié le gâteau? Non, c'est pas moi, non, c'est l'autre. Et du coup, j'ai demandé à ma mère, elle me dit bah en fait, il est encore chez le pâtissier, tu vois. Donc du coup, t'as trois rebeux qui débarquent chez le pâtissier et qui tapent chez lui en mode À vas-y. minuit. Non, c'est pas minuit, c'est 3 heures du matin, t'es gentil, toi. Et heureusement que le mec il se réveillait à ce moment-là, tu vois. Le mec il était en train de boire son kawa et tout, et il me dit vas-y, c'est moi, il n'y a pas de souci et tout. Et moi je m'éclipse rapidos, tu vois. Et du coup, je me retrouve en fait dans la voiture de cortège, avec à tenir le gâteau comme ça derrière, mon meilleur pote qui conduit, tu vois, et à ramener tout ça à la salle, tu vois. Et personne gruge, tu vois. Donc ça, c'était C'est beau. c'était le petit truc marrant. Bon, Ta femme t'aurait tué. Ta femme, elle a rigolé le lendemain quand tu lui as dit? ouais, ma femme, elle a rigolé le lendemain, mais je pense que sur le coup, elle m'aurait dit, mais t'es le plus grand des barges, en fait. Et je pense que ça Ouais. résume le truc, tu vois. C'est que tu bypasses le consentement et tu dis, vas-y, je fais. Et qu'est-ce qui se passera au final? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui te motivait avant et qu'est-ce qui te motive aujourd'hui? D'ailleurs, est-ce si ça a changé? Ouais, ça a changé. Ce qui me motivait avant, c'était de sortir de la galère. C'était que les voitures allemandes coûtent cher. Que ma femme avait quand même. Enfin, il n'y avait pas que Zara en fait, hein, il y avait d'autres grosses marques de luxe. Et je me suis dit à un moment donné, il faut surtout que tu. Mais après, ça, je pense que c'est un peu inhérent aussi à l'éducation. C'est que quand tu n'as rien, tu veux tout. Et quand tu as tout, tu veux rien en fait. Et il fallait absolument que j'ai ce. Il fallait absolument, un peu comme, comment il s'appelle, celui qu'on a vu à la tribu VIP, qui a dit un truc assez intéressant, c'est même quand tu as beaucoup, t'as toujours peur de manquer, en fait. Tu vois. Et moi, j'étais toujours dans ce truc, il faut que je me mette à l'abri, il faut que je me mette à l'abri, il faut que je me mette à l'abri. Et jusqu'au jour où, en fait, ça a été débloqué, et de me dire, en fait, la seule chose qui sera jamais au chômage, c'est tes compétences. À partir de là, tu crains plus jamais dans ta vie de manquer de quelque chose, de remplir ton frigo, de payer ton loyer, de ton crédit, ton assurance, ce que tu veux, de te faire plaisir. Non, tu crains rien en fait. Elle est là ta carapace. Et une fois que tu as tes compétences, on peut pas te les enlever, tu vois. Donc tu peux être catapulté où tu veux. Moi, où tu m'emmènes où tu veux, je suis un caméléon, tu vois. Et parce que j'ai ce truc-là. Et maintenant, le facteur le leitmotiv quotidien, ben, c'est vraiment de faire sourire les gens et de les faire changer. Quand je te parle de changement, c'est vraiment de les accompagner à ce que ça devienne des. Bah, moi, j'ai essayé de faire en sorte que toute ma famille soit entrepreneur. J'ai vite lâché l'affaire, tu vois, parce qu'à un moment donné, c'est pas possible, tu vois. Mais pour ceux qui ont le mindset et qui ont envie de le faire, clairement, ouais, c'est ça, c'est de se dire, ben, en fait, il y a une solution bis.
On est tous passés par cette step-là. Et la solution, c'est quoi? C'est de faire ce que tu as envie comme tu as envie. La seule chose que tu as besoin, c'est de compétences. C'est uniquement ça. Et ça, maintenant, c'est ce qui me motive, c'est de continuer à apprendre pour justement apprendre aux autres. Toujours. Tu vois, parce que en fait, il y a un tel ROI en termes de plaisir quand tu vois quelqu'un qui, après un coaching, après une formation, après que tu l'aies aidé, et te dis putain, j'ai fait des résultats. Putain, mec, je suis à l'autre bout de la planète. Il y a 6 mois, j'étais dans le 9-2 en train de galérer dans un HLM. Mes parents, ils comprennent pas où je suis, mais ils savent que c'est cool, tu vois. Dernièrement, je coachais un pote, il est aux Philippines, ses parents, ils croient que c'est un pays de terroristes, tu vois. Parce qu'ils ont tapé dans Google Philippines et ils ont vu ça dans Wikipédia et le gars, en fait, il fait juste, il fait juste ce que ses parents auraient pu jamais faire, tu vois. Et si c'était pour résumer un peu les choses, moi, c'est ça qui me fait plaisir, c'est que il y a cette passion-là de transmettre, mais il y a aussi finalement la passion que les gens réussissent, tu vois. Parce que transmettre, c'est bien, mais il faut que derrière, faut que ça suit. Et c'est pour ça que la lecture rapide, c'est quelque chose qui me fait vraiment kiffer actuellement, parce que j'apprends hyper rapidement. Et en plus de ça, toujours dans cette structure-là, de te dire, OK, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je retiens, et qu'est-ce que je peux transmettre le plus facilement. Hmm. Et Voilà. c'est quoi pour toi le next step du coup? Qu'est-ce qui arrive après? Le next step, Vers quoi tu vogues, ouais. le next step, en fait, c'est tout simple. Moi, tu vois, autant avant, je te disais, ouais, C'est tout simple, je rachète Hilton. non, C'est simple. en fait, ce qui est tout simple, ce serait, avant, je t'aurais dit, ouais, Porsche Cayenne GTS, Ah, le Turbo S, frère, bien tu sûr. vois, Ici, je sais pas ce qu'ils ont, frère. Dans mon village, là, à Punta Cana, frère, de Punta Cana Village, ils ont tous des Cayennes. Donc, c'est tous des Cayennes ou des grandes Cherokee ou des grosses Jeeps, enfin, et des Range Rover. Mais il y a aucun. Il y en a un ou deux qui doivent avoir des Cayenne S, mais il n'y en a aucun qui a le Turbo S. Frère, ouais, 570 chevaux, faut leur expliquer. ouais. Faut leur expliquer. Je ne comprends Et pas. là, ouais, mais en plus, c'est quelque chose, tu vois. Mais maintenant, tu vois que j'ai passé ces steps-là et que j'ai une Ford Focus RS 500, franchement, j'ai eu de la grosse bagnole. Je me suis dit, en fait, ce qui me fait kiffer, tu sais, c'est quoi? C'est de me retrouver au bord d'une plage dans le sud du Maroc, en train de lire un bon bouquin, de voir mon gamin faire un château de sable, tu vois, et de me dire que ma femme, elle est en train de faire un super plat pour sa chaîne YouTube, tu vois. Ça me fait kiffer. Parce que je me dis, elle kiffe, moi je kiffe, et Et c'est lui, il prendre, kiffe. et lui il kiffe, tu vois. C'est prendre le temps, tu vois. Bon, lui, il est déjà formaté, il sait pas, mais il va faire du code et de la lecture rapide, tu vois, ça c'est clair, Ouais. tu vois. Je veux dire, la dernière gagnante du championnat du monde, elle avait 9 ans, quoi. C'est what the fuck. Et je me dis, en fait, le seul moyen d'arriver à ça, c'est hacker la connaissance, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tester, bien entendu, mettre en pratique, ça c'est logique. Mais ouais, c'est voyager. Franchement, voyager, en fait, j'ai une série De photos dans la tête que tu as envie de réaliser, ouais, quoi. de cartes postales, tu vois, un peu comme Angélique et d'autres personnes qu'on connaît. On se dit, il va falloir qu'on débarque au Népal, qu'on fasse un selfie à l'Himalaya, qu'on aille voir les collègues à Chiang Mai, qu'on se fasse les beaux coins en Australie et tout ce genre de cartes postales. C'est pas Hmm. tant tu vois, c'est pas tant des cartes postales type Seychelles ou le gros truc de touriste, parce que justement, moi, je cherche vraiment le côté aller chez Vivre des l'habitant. expériences, quoi. Voilà, c'est vivre de l'expérience, exactement. Ok, super. En prenant un peu du recul sur ton parcours, si on devait décider ton super pouvoir, ce serait quoi, toi? C'est que je t'apprends à apprendre. Ça a été la pédagogie, du coup, ça a été Voilà. ça a été ça qui a fait ta différence selon toi sur le chemin? Clairement, oui, parce que il y aurait deux choses. Il y aurait, le côté tu lâches rien. Mais en fait, tu lâches rien en mode pitbull. T'es accroché au tibia du mec et t'es là en fait. Et il y a personne qui peut t'enlever, tu vois. Et donc il y a ça parce que t'as pas le choix. Donc ce serait la persévérance.
Le super pouvoir serait vraiment la persévérance, mais avant tout apprendre à apprendre. Parce qu'apprendre à apprendre, on est dans une société où en fait, t'es tellement connecté et déconnecté à la fois. C'est-à-dire que tu es connecté avec l'ensemble d'Internet, à l'ensemble des réseaux. Mais en fait, tu es déconnecté de la réalité dans le sens où ta principale perturbation, c'est le fait d'avoir des notifications, d'avoir finalement des appels instantanés de personnes qui sont à l'autre bout de la planète, et le fait de tout le temps communiquer, tu fais perdre finalement le ROI que tu as sur toutes les actions que tu fais quotidiennement et surtout ta productivité de base, quoi, tu vois. Je veux dire, moi, si je compare quand j'avais 13 ans, je me dis, waouh, si j'avais la productivité que j'avais quand j'avais 13 ans, mais je te fais 50 sas, quoi, tu vois. C'est parce que tu n'avais pas Google, enfin, tu n'avais pas Facebook, tu n'avais pas les notifs, tu n'avais pas tout ça. Et ça, j'ai appris au fur et à mesure du temps à me dissocier de ça, à enlever les notifs, à enlever la télé à la maison, alors que c'est ancré dans notre culture, tu vois. Nous, les rebeux, c'est deuxième Maroc, à fond les ballons. C'est tu vois, c'est le repas bien garni. C'est tu mets 2 heures à faire ta sieste et tu te remets encore devant la téloche. Et tous les gamins, ils sont formatés comme ça, en fait, tu vois. Et moi, quand j'ai dit, enfin, moi, ça a outré ma famille de dire, il n'y a pas de télé à la maison, quoi. Ouais, non, il n'a pas de télé. Bon, tu vois, genre le mec, il n'a pas les moyens, tu Pas vois. les moyens, y a pas de télé, Tu frère. vois, c'est, ouais, Est-ce qu'Abdel Webseller est heureux aujourd'hui et c'est quoi le bonheur pour toi? le bonheur pour moi, c'est la famille avant tout. Et c'est les valeurs et l'éducation que je vais transmettre à mon fils. Enfin, pas que je vais transmettre, excusez-moi, qu'on va transmettre, moi et ma compagne. Et aujourd'hui, est-ce que tu es heureux ou pas? Ouais, je suis heureux de ça. Je suis heureux de. En fait, je pensais pas qu'avoir un gamin allait me changer. Je pensais pas que, tu vois, avant tu me disais, ah, l'objectif c'est quoi? Ouais, bah 1 million. Alors l'objectif c'est quoi? Bah, c'est que le minot, là, il réussisse. Et que je lui laisse quelque chose. Tout Et le c'est quoi reste, la réussite du coup pour lui? la réussite, c'est que bah, qu'il se découvre et qu'il se trouve en fait. C'est surtout ça. Après, il fait ce qu'il veut. Il a envie d'être Bouddha, Jésus, ce qu'il veut, son problème. S'il a envie je sais pas moi, de se faire un kiff, de faire le tour de la planète, d'aller à l'autre bout de la planète, d'être chercheur, il peut être ce qu'il veut en fait. Moi, je vais lui donner les clés, c'est ce que je suis en train de faire. Je lui donne les clés pour comprendre le système, comprendre le monde dans lequel on est, et puis après, c'est à lui de décider, de tirer la carte qu'il veut, et de se dire, ok, bon, bah, là, je fonce, tu vois. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est j'essaie de ne pas reproduire le modèle qu'on m'a inculqué. Et je pense que ça a été ça le plus gros challenge de ma vie, c'est de se dire, je suis l'interruption d'une chaîne de caractère. Tu vois, tu vois, je suis l'interruption de ce truc-là, et c'est moi qui réécris le code à partir de maintenant. Tu vois. Dans d'autres termes, on pourrait dire guérir sa lignée Totalement, ouais. Je transgénérationnelle. retiens ce truc-là. C'est pas mal. Est-ce qu'on devient entrepreneur ou est-ce qu'on est entrepreneur, Abdel? Les deux. Les deux parce que tu peux le devenir par nécessité et tu l'es par conviction. Et tu penses que la C'est conviction, tu l'as eue à la naissance, ouais? Tu penses que tu l'as eu au départ? bah, en fait, ouais, enfin moi la conviction, je l'ai eue quand je me suis rendu compte qu'on était pauvre en fait, tu vois. La conviction, elle était là, tu vois. Je me suis dit, ok, c'est quoi l'histoire, tu vois. Et quand on m'a dit non, mais en fait, un smicard dans toute sa vie, il génère 1 million d'euros, il met maximum 154 côté, et en général, c'est pour payer sa baraque. Ok. Bah, du coup, l'équation, elle est pas bonne, en fait. Tu vois, je dis parce que là, le patron, là, pour qui je bosse, lui, il a pas fait ça. Tu vois, ah non, mais lui, il est entrepreneur. Ah, ben voilà, mais elle est C'est là, la ça qu'il faut filière. faire, alors. Tu vois, il est où le bac+5 de l'entrepreneuriat, tu vois? Et là, on m'a dit non, mais non. Il y a pas de Il diplôme, est sur le carreau, frère. Il est sur le trottoir, il est dans la rue. Mm. Abdel Webseller, vous pouvez le retrouver bien évidemment sur tous ses réseaux sociaux. On vous mettra tout ça juste en dessous. Allez découvrir ses conférences, ses vidéos, ses conseils, ses lives. Je ne peux que vous le recommander pour la partie SEO et pour la partie
je dirais bon vivant, je dirais humain de ce qu'il partage et de ce qu'il crée. C'était un vrai plaisir de t'avoir, Abdel, de pouvoir Également. creuser un peu plus dans ton histoire, de savoir un petit peu plus les tenants, les aboutissants. Moi, j'adore, tu le sais, ce côté pluridisciplinaire, ce côté débrouillard, ce côté on s'apprend, on s'invente, on se réinvente et on essaye finalement de trouver notre place dans ce bas C'est ça. monde en kiffant. Merci à toi en tout cas d'être venu Merci partager Enzo, merci pour l'invitation. Et puis, avec nous. Et puis on se retrouve bien évidemment dans de prochaines aventures, les amis. Comme d'habitude, laissez un like, un maximum de soutien, de messages d'amour pour Abdel si vous voulez nous rejoindre dans la tribu. Le lien est également disponible juste en dessous. Et puis on se donne rendez-vous dans de prochaines. il fait bon vivre d'ailleurs dans la tribu, hein, je précise. C'est bon C'est vivre dans il la fait tribu. bon vivre, il y a de la joie, de la bonne humeur, de la motivation, des masterclass, de l'échange. Donc je vous y invite. Et puis voilà. Comme dirait l'autre, Machallah, frérot. Machallah. À bientôt, Abdel. Salut tout le bientôt. monde. Ciao. Ciao. Merci beaucoup à Abdel, les amis, pour avoir partagé et participé à cette interview avec nous. Allez voir dans la description, juste en dessous, tous les liens pour retrouver les travaux d'Abdel. Découvrez également notre nouvelle formation gratuite, Réveiller le leader qui est en vous. Ce sont tous mes plans d'action pour pouvoir réussir à réveiller la motivation intrinsèque que vous avez à l'intérieur et faire exploser vos résultats. Checkez, c'est juste en dessous. Laissez-nous un énorme like, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour découvrir de prochaines interviews inspirantes et bien évidemment, envoyez un maximum d'amour dans les commentaires. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine interview. Ciao la famille!